Bonjour à tous, bienvenue au nouveau Meetup Enix avec aujourd'hui deux invités, Xavier et Jérôme. Donc nouveau format aujourd'hui, petit essai en direct de nos locaux, on espère que ce sera sympa. Je vais rapidement expliquer comment ça va se passer. On va avoir 4 thèmes, donc vos parcours professionnels, un thème sur tout ce qui est partage et formation, un passage aussi sur tout ce qui est communautaire et open source, et puis on finira par la question de l'écologie, notamment appliquée à la tech. Voilà, donc ça va être une petite conversation entre nous. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on veut que ce soit un petit peu interactif. Pour ça, il y a 2 moyens d'interagir. Le premier, c'est vous avez normalement en bas à droite de votre écran un onglet questions sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, on répondra pas tout de suite, on répondra à la fin dans une grosse séance de questions-réponses. Et sinon, vous aurez pendant le meet-up des petits sondages, c'est l'onglet qui est juste à côté. Là, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre, mais Si. Alors, on veut des réponses en masse. voilà, donc vous devez répondre. Voilà, c'est plutôt rigolo pour animer un peu le meet-up. Voilà. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci. Bien content d'être avec vous. Peut-être qu'on peut commencer par une présentation rapide de l'un comme de l'autre. Qui commence? Allez, Jérôme. Ouais, donc je suis Jérôme Pettazzoni, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années en France dans des boîtes plutôt open source. Ensuite, je suis parti en Californie travailler pour une petite start-up qui s'appelait .cloud, qui est devenue Docker. Et puis j'en suis parti fin 2017, début 2018. Et depuis, je fais surtout de la formation, un petit peu de conseils sur Docker, Kubernetes, les containers, et entre autres donc avec Enix pour la partie française. Merci. Xavier. Oui, alors moi c'est Xavier Pestel, alias Xavki pour ceux qui connaissent la petite chaîne YouTube. J'ai un parcours qui est à peu près similaire avec beaucoup de grosses variations, on va dire. Déjà j'ai des études agricoles et puis j'ai fait tout un parcours préliminaire, qu'on va dire, dans la fonction publique, autour du domaine agricole, puis de l'écologie, puis du logement, puis petit à petit je me suis réorienté vers l'informatique. Pour ensuite faire de l'informatique dans le secteur privé et monter en même temps au même moment la chaîne YouTube qui porte le nom maintenant et puis ensuite j'ai intégré différentes sociétés en tant que DevOps, sysadmin, qu'on va dire c'est quand même la trame de fond, et puis maintenant je suis SRE chez Weborama, lead SRE chez Weborama. Voilà. Très bien. Peut-être commencer par on a un peu posé des questions en amont pour savoir qu'est-ce qui pouvait être sympa à discuter. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté vos motivations dans le boulot. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu ce parcours? Qu'est-ce qui vous motive même au quotidien dans ce que vous faites? Alors, très honnêtement, moi, ce qui m'a amené dans ce boulot au départ, c'était le goût pour l'informatique, le développement en général, le côté un peu on bricole, on arrive à faire des choses, et puis quand ça tombe en marche, c'est toujours assez satisfaisant, donc de fil en aiguille on se met à faire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus sympas, et puis quand je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'allais pouvoir en faire mon métier et gagner de l'argent avec, c'était genre waouh super, et puis ça a continué à m'animer depuis, avec un gros volet sur la partie open source, où pendant très longtemps j'étais disons purement consommateur de tout ce qui était open source, dans le sens où je me suis mis à utiliser Linux et puis plein de projets. Et puis maintenant, alors sans être un gros contributeur, mais j'essaye à ma façon de rendre un petit peu à la communauté des choses, pas forcément sous forme de développement, puisque c'est pas mon axe principal aujourd'hui, mais par l'axe des formations, des présentations que je fais des fois dans des conférences ou dans des meet-ups comme ça pour partager un peu des choses. Pas mal de conférences quand même. Ouais, pas mal, beaucoup moins maintenant, mais beaucoup de conférences à une certaine époque. Des cinquantaines. Non, mais beaucoup moins aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Et je pense que la contribution dans l'open source, c'est pas que du code, c'est plein d'autres choses. Par exemple, écrire de la doc. Pendant très longtemps,
C'était pas forcément le truc qui me venait directement à l'esprit quand je pensais contribution open source. Et en fait, aujourd'hui, je pense on n'a pas assez de doc, on contribue pas assez de doc, et il faudrait plus valoriser les gens qui font ça, parce que avoir de la bonne doc, c'est quand même bien sympa, croyez-en mon expérience. Donc voilà, et je pense que chacun et chacune peut contribuer d'une manière ou d'une autre à tous ces écosystèmes, quoi. C'est pas seulement pisser du code. Ok. Et toi, Xavier, un peu tes motivations, parce que tu as un parcours un peu atypique avec ouais. une reconversion. Alors, il est atypique, on retrouve pas mal de choses un petit peu similaires, hein, quand même. Il y a une trame de fond qui est un petit peu identique. Je dirais que, en plus, ce que je trouve intéressant dans le parcours atypique que j'ai avec du recul maintenant, c'est que peu importe la thématique, il y a toujours une trame de fond de partager, apprendre des choses dans des domaines différents et apprendre, on va dire, un peu en permanence, quoi. Ce qui était le cas dans d'autres domaines avant, dans l'agriculture. Bon, mes parents étaient agriculteurs, etc. Donc depuis tout petit, j'avais baigné dedans et j'apprenais des choses depuis tout petit. Mais même dans le cas voilà, je travaillais dans des choses plus réglementaires. Ensuite, j'ai fait la même chose dans le domaine de l'écologie, où j'ai pu apprendre, il y a une foultitude de choses sur le domaine de l'eau. Enfin bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai pu apprendre plein de choses auprès de personnes un peu expertes dans les domaines. Et puis à chaque fois, je me suis rendu compte que apprendre c'est bien, restituer c'est mieux, et restituer comment on apprend, je trouve ça extrêmement important. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais apprendre à apprendre, pour moi c'est une des pierres angulaires de la vie quand on commence un petit peu. Pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Donc l'informatique pour moi était dans les premières années, on va dire hors sphère informatique. Je faisais un petit peu, c'est pas le tour du poste rapidement, mais en tout cas assez rapidement j'étais un peu à l'aise avec, et il y avait moins de renouvellement. Et puis derrière, eh bien du coup, je me suis trouvé l'informatique qui là apporte plein de technologies, et ça c'est une stimulation assez intéressante intellectuellement. Et puis pour le partage, il y a la chaîne YouTube avec qui m'a aussi reboosté dessus, où comme le dit Jérôme, finalement il y a le côté participer à l'open source sans être un champion. Je suis pas du tout un champion, et simplement sans faire du code ou autre chose, c'est faire de la documentation, ou en tout cas faire des tutos comme je le fais, quoi, en parler exactement, et vulgariser, parce que voilà, tout le monde a besoin de faire les premiers pas avec les technologies. Il n'y a pas besoin d'être un champion pour faire. Il y a beaucoup de technologies, il n'y a pas besoin d'être des champions. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant, et du coup j'ai calqué ce modèle-là pour me dire tiens, voilà, ça c'est stimulant. Et du coup j'ai plusieurs motivations. J'ai ça, bien sûr, il y a le côté aussi, le côté de travail qui permet de rémunérer, bien sûr, hein, on va pas se le cacher. Et même pour être très franc, si on veut jouer carte sur table, contrairement à quand j'étais dans la fonction publique, les salaires étant beaucoup plus bas, j'ai senti le gap énorme quand je suis passé après dans la sphère privée, et je me suis dit mais finalement voilà, comment font mes collègues qui sont restés dans la fonction publique, finalement, avec même des bagages assez élevés, hein, parfois. Et voilà, bon, il y a vraiment plusieurs sortes de motivations qui sont importantes, je pense, même pour les jeunes, on en parlera peut-être, mais jouer sur différentes cordes, c'est extrêmement important, parce que un jour on va jouer sur un jour sur une autre, etc. Voilà. Très bien. Il y avait une question, je sais que tu en as parlé plusieurs fois sur ta chaîne, et puis avec Jérôme, on a déjà eu des discussions là-dessus. C'est souvent les gens se posent la question de est-ce qu'il vaut mieux que je sois freelance, est-ce qu'il vaut mieux que je sois dans une boîte, est-ce qu'il vaut mieux que je sois dans une société de services qui me permet de voir plein de projets, etc. C'est quoi un peu votre avis là-dessus? Enfin, en tout cas, vous, comment vous voulez être, parce que je pense pas qu'il y ait de bons avis plus que d'autres, mais vous, comment vous le voyez dans vos parcours, en fait? Je sais, vous n'avez pas choisi d'être freelance, enfin, t'es pas freelance, par exemple. Enfin, tu vois, c'est une question qui revient très souvent sur la chaîne, d'ailleurs, en commentaire. On m'a demandé souvent d'en parler, et je me disais, donc, je suis pas le plus légitime pour en parler, parce que j'ai pas testé tous les cas de figure, on va dire. Moi, j'ai été juste alors fonctionnaire, donc c'est encore un autre statut, mais j'ai été employé, on va dire, chez un client final, quoi, pour reprendre les termes des recruteurs, et puis également en SS2I, où j'ai vu que tout de suite c'était pas ce qu'il me fallait. Après, ça veut pas dire que ce qui me correspond pas ne correspond pas à d'autres. Je pense que derrière c'est un croisement entre deux choses. C'est d'une part où est-ce qu'on en est dans le stade de sa carrière, de sa vie, et des choses qu'on a besoin d'apprendre dans le domaine en question, quoi, en tout cas en informatique. Par exemple, un jeune qui démarre en SS2I, pour moi ça a quand même beaucoup de sens, parce que ça permet de voir différentes infrastructures, et même une même techno
dans différentes sociétés à taille différente. Moi, je prends souvent l'exemple d'Ansible. Faire du Ansible dans une boîte qui a 200, 500 serveurs, c'est rigolo, on va faire peut-être quelque chose de plus en profondeur. Si on le fait dans une boîte qui a 5000 serveurs ou 10 000 serveurs, ça va être complètement différent, les problématiques vont être complètement différentes, et c'est comme ça qu'on peut passer les paliers pour devenir expert dans le domaine. Tant qu'on n'a pas vécu ça, et une personne qui a toujours vécu les mêmes choses sur la même infrastructure, devenir expert, c'est pas impossible, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas été soumis à ces cas de figure-là. Donc pour moi, c'est quelque chose que je trouve assez important d'une part dans ce sens-là, et puis ensuite, comme je disais, voilà, suivant les stades de la vie, au début, on a besoin de se faire un CV. Je pense qu'on est un petit peu tous comme ça, quasiment. Pour se faire un CV, c'est vrai que les SS2I aident bien également. Et puis, après, si on a envie de s'investir dans une société, etc. Moi, c'est mon cas actuellement. J'ai besoin de me sentir, d'une part, bien dans la société, mais j'ai aussi envie de découvrir des métiers que je ne connais pas forcément. Et c'est la chance de notre métier, puisqu'en fait, on a une fonction qui est quand même, alors, support plus ou moins, mais en tout cas, c'est la chance de notre métier, c'est qu'on supporte un autre métier généralement, et ça nous permet d'apprendre des choses. Voilà. Je sais pas, Jérôme, ce que t'en penses, toi? Je pense que là, t'as très bien parlé de tout le côté, SS2I versus être directement pour une société. Peut-être que je peux parler un petit peu de la dualité être salarié ou freelance, sachant que mon expérience là-dedans reste très modeste. Et moi, j'ai été, on va dire, salarié jusqu'à relativement récemment. Et relativement récemment, quand je suis devenu freelance pour faire les formations, pour être très honnête, j'ai pu le faire parce que j'avais une certaine sécurité financière. J'avais mis un peu d'argent de côté, donc je m'étais dit, bon, accessoirement aussi, je sortais d'une dépression et d'un burn-out assez moche, donc j'avais de l'argent de côté, ce qui m'a permis de m'arrêter d'ailleurs, parce que si jamais j'avais pas eu d'argent de côté, je pense que on m'aurait retrouvé à la petite cuillère beaucoup plus tard. Et donc le fait d'avoir cette sécurité, ça m'a permis de prendre le risque de me dire, allez, je tente. Et puis si ça marche pas, au pire, dans 6 mois, j'irai repointer à gauche à droite, et puis on verra bien, quoi. Et finalement, ça s'est bien passé, et ça me permet d'avoir le rythme qui me convient. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit un peu plus tôt sur le fait que chaque personne est différente et que chaque personne même va être différente dans les différentes étapes de sa vie. C'est qu'on peut très bien arriver à 25 ans du genre ouais, je veux faire ça, je veux monter une boîte, je veux faire une start-up ou un autre truc, et puis peut-être 10 ans plus tard autre chose, ou ça peut être l'inverse, hein. Très souvent on pense que les gens qui montent des start-up c'est des jeunes qui vont sacrifier leur vie perso, etc. Mais je pense qu'on sous-estime l'impact que ça peut avoir, quelqu'un qui va avoir 10, 20 ans de carrière, l'expérience, le réseau, la maturité, ça donne des avantages énormes face à quelqu'un qui serait tout juste sorti d'école et qui, entre guillemets, je vais pas dire connaît rien à la vie parce que c'est pas très gentil, mais si je me regarde comme j'étais à 25 ans et comme je suis maintenant, oui bon, je suis pas la même personne, donc j'ai pas les mêmes envies, et c'est pas les mêmes choses qui me poussent. Donc aujourd'hui, moi, ce qui me convient très bien, ouais, c'est ce côté freelance, donc beaucoup de liberté, mais c'est une liberté qui est un peu paradoxale, hein. Pour vous donner un petit exemple, je donne des formations, ok. Donc c'est vrai que je peux décider quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je travaille pas, donc ça c'est cool. Par contre, à partir du moment où j'ai vendu une formation à un client, il faut que je sois là, il faut que je délivre, et à moins d'être vraiment mais complètement éclaté, je ferai la formation. Il n'y aura pas de cas où je la ferai pas. Ça m'est arrivé depuis le début une fois d'annuler une journée de formation, quand j'ai chopé le Covid et où je tenais même plus debout à la fin, donc c'était plus possible. Mais sinon, voilà, c'est cette espèce de côté un petit peu, d'un côté beaucoup de liberté, mais de l'autre côté, des fois quand faut y aller, je peux pas appeler mon chef pour lui dire, écoute, là je me sens pas très bien ce matin. Ou, non, il faut le faire. C'est un parallèle qui est peut-être un peu exagéré, mais c'est un petit peu comme quand on a des enfants, quoi. Une fois qu'on a des enfants, il n'y a pas de non, écoute, je me sens pas très bien, là, je vais pas aller le chercher à l'école, il va se débrouiller. Donc c'est plus le même engagement, et je suis pas du tout là pour dire qu'il y en a un qui est mieux ou moins bien, mais plutôt de dire voilà, chacune doit pouvoir choisir ce qui va lui convenir le mieux
et à des moments différents de sa vie. Je te confirme, quand on fait les formations, si t'es pas là, on peut pas trop te remplacer. Genre bon, on va mettre, même s'il y a pas mal de gens qui ont fait des formateurs aussi chez Enix, voilà, c'est pas non plus ce que les gens attendent quand ils viennent forcément nous voir. Non, mais du coup, ce qu'on fait, c'est on laisse toujours un petit créneau au milieu des formations pour que, au cas où il y aura un problème un jour, on puisse rattraper sur le jour d'après. Toute une organisation. On va avancer parce que je vois le temps passe déjà très vite. On voulait juste peut-être parler du travail en remote. On avait dit si vous avez un petit topo ou pas. Alors moi, ouais, j'ai été à un moment donné, je suis devenu un gros ayatollah du remote, du genre tout le monde en remote, allez. En fait, j'ai eu cette espèce de réalisation. Bah, c'était justement juste après mon burn-out, enfin quand j'étais entre guillemets en phase de convalescence. J'étais dans la région de San Francisco et à un moment donné, je me rappelle, je suis allé prendre un déj avec quelqu'un et j'ai pris un bus. Bon, déjà pour prendre le bus aux États-Unis, c'est en général c'est qu'il y a un truc qui va pas, hein, parce que le bus là-bas ça marche pas. Et à un moment donné, le bus est passé par-dessus l'autoroute. Je sais plus si je crois que c'était la 101 là-bas. Et c'est une autoroute qui doit faire, mais sans exagérer, par certains endroits, c'est quasiment 8 voies dans chaque sens, hein, et qui était complètement saturée. Tout le monde à l'arrêt parce que il y a tous ceux qui habitent à San Francisco et qui vont entre guillemets dans la Silicon Valley, et puis ceux où c'est l'inverse. Voir ça en sachant que à côté il y a une autre autoroute parallèle, la 280, où c'est exactement la même chose. Et là je me suis rendu compte, mais on est vraiment con en fait comme espèce, qu'on va dans le mur quoi. Il y a des dizaines de milliers de gens qui sont le cul dans leur bagnole tout seuls, qui vont faire un boulot qu'ils pourraient faire depuis chez eux. On brûle des dinosaures qui sont morts il y a 65 millions d'années là pour faire rouler des gros trucs d'une tonne. C'est complètement absurde. Et ça m'a déjà à l'époque j'étais bien pro remote, mais pendant 1 ou 2 ans après j'étais limite à faire du porte à porte. Tu connais le remote? Après j'en suis un petit peu revenu dans le sens où je reste fan du remote pour moi, c'est-à-dire qu'une boîte qui me dirait faut que tu viennes au bureau, je leur dis bah écoute je viens pas, je change de job, c'est complètement non négociable. Mais je comprends aussi que c'est chouette de pouvoir avoir des interactions avec ses collègues et qu'il y a des gens qui préfèrent aller dans un bureau, et je respecte ça complètement. Et je pense que dans le meilleur des mondes, ce qui est pas toujours possible ou quoi, hein, mais ça serait chouette que chacune puisse choisir un peu la part de remote, de travailler au bureau. D'ailleurs, on peut peut-être faire un petit sondage pour savoir parmi vous combien il y en a qui seraient plutôt comme moi à vouloir passer la majeure partie du temps en remote, ou bien à l'inverse qui on ne s'aimerait pas forcément parce que vous préférez aller tout le temps au bureau, ou bien entre les deux. Et pourquoi pas, il y en a peut-être parmi vous pour qui c'est un faux débat, on s'en fout, mais voilà, ça m'intéresserait un petit peu. Donc là, normalement, vous avez le sondage. Alors, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que le truc flash à l'écran? Est-ce que vous cliquez en bas à droite pour voir les questions? Ça dépend. Si l'organisation derrière. Mais normalement, on a une team de ouf en backstage parce que comme dans Westworld, un concert, c'est 3 pingouins sur scène, mais ils sont au moins une demi-douzaine là derrière pour vérifier que tout se passe bien, et entre autres envoyer les sondages. Sur le remote, nous chez Enix, on n'est pas trop une boîte de remote, à part toi qui est à Berlin, très loin. Voilà, la plupart des gens, ils aiment bien venir. Toi, juste pour se retrouver, parce que c'est le côté émulation collective. Après, on a toute la flexibilité qu'on veut si on a besoin pour questions perso, etc. Mais de base, on aime bien se retrouver. Toi, Xavier, ton côté. Moi, alors j'ai eu un petit peu des variations comme Jérôme, c'est-à-dire dans le sens où à un moment j'ai été je me disais tiens le remote, pour autant je le pratiquais pas dans cette ampleur-là, mais je le trouvais vraiment comme une solution essentielle un petit peu quoi, notamment par rapport aux mêmes arguments un petit peu que tu disais sur les transports, etc. Et en même temps voilà, depuis un peu de temps je contrebalance avec c'est un peu un dilemme dans la tête, hein, on va dire, j'ai pas quelque chose de tranché déjà pour moi, donc je vais pas le trancher pour les autres, on va dire, hein. Restons logiques, mais quelque part avec mon caractère, je sais que j'ai besoin de côtoyer des gens en fait, socialement quoi. C'est quelque chose qui pour moi est important. Je sais qu'on apprend beaucoup au contact humain des gens. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui quelque part dans ma tête, j'estime qu'on virtualise beaucoup de choses, y compris les relations entre les gens. En tout cas, c'est mon sentiment quelque part.
Et ça te plaît pas trop? Alors c'est pas ça, ouais, je pense que ça peut faire partie de la solution, mais ça peut aussi générer des problématiques qui n'existaient pas avant, quoi, en fait, qu'on ne sait pas forcément gérer pour le moment, ou qu'on saura peut-être gérer dans le futur. Mais voilà, donc sur le remote, je suis nuancé déjà pour moi, donc ça c'est voilà, je peux pas dire autre chose. Je comprends qu'il y ait des jeunes qui disent moi je veux du full remote. Après j'ai du mal à le comprendre plus avec mon passif, quoi, on va dire. C'est voilà, quand j'ai travaillé, moi j'ai commencé à travailler, j'avais des horaires fixes, c'est-à-dire fallait que j'arrive entre 8h et 8h30. Si j'arrivais pas entre 8h et 8h30, on me disait pourquoi t'es pas arrivé entre 8h et 8h30, et le soir tu partais entre 17h et 17h30, et le midi t'avais 3/4 d'heure et pas plus pas moins, quoi, à peu près, quoi. Du coup c'est un peu old school, ce que je vais dire, et ça se comprend pas dans le contexte actuel, bien sûr. Mais disons que quand on regarde quelqu'un qui dit bah ouais, moi je veux être full remote et que c'est un critère décisif, bah bien sûr avec mon passif je le comprends différemment. Je suis pas contre et je comprends les choses, mais en tout cas je peux pas le pratiquer moi, quoi. C'est quelque chose, c'est un peu. Puis ça dépend de comment c'est mis en place dans la société. Moi je pense que ouais. ça peut fonctionner, mais je trouve ce qui est intéressant dans les sociétés, c'est plus le côté les sociétés qui laissent libre cours aux managers, en fait, de déterminer, de dire ok, la pratique, moi j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, sans des règles hyper strictes, etc. Quand je vois qu'il y a des règles hyper strictes, je trouve ça dommage. Après, voilà, bon, moi je suis apte à m'y faire et ça me pose pas trop de problème. Ok. Tu as évoqué rapidement, Jérôme, ton burn-out. Peut-être ça pose la question de l'équilibre pro-perso. Je sais que Xavier, en plus, ça te concerne aussi. Vous avez ça un peu en parallèle l'un et l'autre. Comment vous arrivez un peu à concilier les deux? Peut-être la question est compliquée, hein. Ouais. C'est complexe. C'est juste, on avait dit le thème. Ouais. Le thème est intéressant. On n'est pas obligé de répondre. Ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait sur le côté freelance, c'est que voilà, d'un côté beaucoup de liberté et puis la possibilité de s'organiser un peu comme on veut. Donc des fois de se dire ouais, je peux me prendre 2 semaines de vacances quand je veux, il y a pas de problème. Mais avec les contraintes qui vont avec, et voilà, typiquement, je sais que mon équilibre est peut-être pas forcément toujours très sain, parce que par exemple, quand je vais avoir une formation donc sur la semaine, on va dire du lundi au vendredi, si jamais il y a quelque chose de nouveau, que ce soit parce qu'il y aura du nouveau contenu, parce que, par exemple, si jamais j'avais une formation la semaine prochaine, là il y a Kubernetes 1.26 qui ou bien vient de sortir, ou bien va sortir genre d'une minute à l'autre, donc on pourrait être sûr que le week-end juste avant, je vais être en train de faire des petites finitions. Pareil, quand le Covid a commencé et que je me suis mis à faire les formations en ligne, bah, les week-ends qui ont précédé les premières formations, c'était des journées entières passées à faire des tests avec le dispositif vidéo, les trucs, etc. En essayant de se poser des limites très claires, c'est que je crois que j'ai jamais fait une nuit blanche ou un truc comme ça avant une formation, parce que je savais que ça serait juste, mais complètement con. C'est le meilleur moyen de se foirer, hein, pas dormir, c'est voilà. Mais par contre, voilà, le week-end d'avant, je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être sacré, et ce que je respecte complètement. Et peut-être que ça devrait l'être davantage pour moi, mais c'est un truc que j'ai jamais réussi à caler, parce que voilà, il y a toujours le côté. Après, avec les heures américaines, françaises. Alors il y a ce côté-là en plus. Oui. C'est vrai que dans mon cas, des fois quand je fais un training pour une boîte américaine, bah ça va être la nuit. Non, pas la nuit, mais par exemple, alors quand on est passé en ligne, oui, un autre exemple, c'est que maintenant les formations en ligne, bah souvent on fait que les matinées, on fait pas des journées complètes. Parce que j'essaye d'être charismatique et envoûtant, mais j'ai du mal. Donc on fait des demi-journées, c'est plus cool. Et du coup, bah, ça veut dire que l'après-midi, ça permet de se reposer, de souffler un petit peu, donc ça aide à tenir sur la distance. Et puis quand c'est pour les États-Unis, bah, si c'est des gens qui sont sur la côte ouest, il y a 9 heures d'écart avec nous. Donc par exemple de 8 heures du mat à midi pour les gens de la côte ouest des États-Unis, ça fait de 17 heures à 21 heures chez nous. Donc ça m'arrive régulièrement de faire ces horaires-là. Par contre, à ce moment-là, je suis libre le reste de la journée, donc ça donne quand même la flexibilité. Ouais, et encore une fois, je pense que c'est bien quand c'est ce qu'on veut. Si c'est quelque chose qu'on subit, je pense que ça peut être un enfer horrible. Par contre, quand c'est quelque chose qu'on choisit, ça peut être une liberté énorme.
je sais pas, peut-être que ça me permettrait de ensuite sortir en boîte de minuit à 4 heures du matin et après de dormir toute la journée et d'être frais. J'ai pas essayé, mais peut-être que je devrais. Ça pourrait être vu que comme un avantage, une liberté énorme. Donc voilà. Et toi, Xavier, parce que en plus, on peut dire, il y a le pro perso, mais j'ai envie de dire, il y a le pro perso plus chaîne YouTube. Ça fait beaucoup de taf. Tu fais comment? En fait, la première fois qu'on s'est vu, c'est, je pense, absolument pas original la question que je t'ai posée, mais c'est parce qu'on doit te la poser à chaque fois. Moi, je me demandais comment c'était possible de faire de proposer autant de contenu en plus du boulot et du perso, parce qu'en plus, je sais que t'es attaché à ta vie personnelle, enfin, un peu comme tout le monde, mais je veux dire que tu t'en prends soin. Et je me suis toujours demandé comment c'était compatible un peu tout ça. Donc, je sais pas comment tu gères ça. Ouais, alors effectivement, alors il y a plusieurs paramètres que je dois prendre en compte. C'est d'une part, comme Jérôme a eu la chance de faire un burn-out. Alors j'étais pas informaticien à l'époque, mais c'était un autre domaine, donc ça m'a donné pas mal de leçons, et notamment une des leçons principales, c'est qu'on peut être passionné par quelque chose, adorer ce qu'on fait et faire un burn-out malgré tout. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait à la folie que pour autant ça va pas nous ruiner quelque part, qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre, bon, voilà. Et l'autre paramètre que je dois prendre en compte, c'est que je suis un hyper addict dès que j'ai quelque chose où je rentre dedans, malheureusement, je tombe dedans les deux pieds dedans, quoi. Alors tout ce qui est à base d'écran, donc déjà je tombe facilement dedans. Bon, les gaming, c'était quand j'étais plus petit, on va dire, j'ai passé ce stade-là, mais il faut pas que je mette trop le nez dedans, sinon je sais que je peux vite me griller dessus. Et derrière, ça passe par je trouve une organisation assez importante. J'ai des petites règles que je m'impose. Par exemple, le soir, alors je le dis, mais hier soir je l'ai pas fait, mais après 9h, 9h30, j'ouvre plus de laptop ou d'ordinateur quelconque. À une époque, je coupais à 20h, j'en ouvrais plus. Et par contre, ce qui m'empêche pas d'avoir des livres, pas mal de livres. C'est aussi pour ça que sur la chaîne, des fois, je demande les gens qui contribuent, je leur montre que j'achète des livres avec, parce que ça sert pour la chaîne, mais en même temps, voilà, moi, je suis dans un processus d'acquisition de connaissances, et varier les supports aussi était important à double titre. D'une part pour moi, parce que je trouve que quand on varie les supports, on varie la perception des choses qu'on apprend. Et le fait de les voir sous des angles différents, ça me permet, en tout cas moi, de structurer un petit peu plus cette connaissance. C'est un mécanisme que j'ai comme ça, quoi, que je trouve pas mal. L'autre élément qui est important, bon là, ça peut faire rire un petit peu, c'est que pendant un moment, ma femme et ma fille, quand elles me voyaient devant un écran, c'était ah papa, il est en train de jouer, maman, il est encore en train de jouer, papa. Donc maintenant, bon ça y est, on a un petit peu intégré que c'était quoi. Mon métier, c'est informaticien, voilà. Et du coup, elles disent quoi? Ah, papa, il est encore devant YouTube. Alors, malgré tout, ça marque un petit peu, c'est-à-dire que quelque part, je me suis dit, ouais, c'est vrai que, voilà, il y a ça. Et du coup, le fait de faire aussi pas mal de livres à côté et de prendre des notes quand j'ai les livres à côté, par exemple, ma fille, quand elle était petite, elle mimait ça, c'est-à-dire, elle avait ses petits livres, là, à 5 ans, et puis elle écrivait des bouts de quelque chose à côté. Bon, elle faisait ce qu'elle voulait, hein. Mais disons que je me suis dit, c'est peut-être un meilleur exemple que de montrer en permanence, on va dire, d'être devant un écran. C'est qu'il y a d'autres choses à faire. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, c'est très constructeur, en tout cas. Et j'ai la chance, voilà, d'avoir ma femme et ma fille qui me rappellent à l'ordre en me disant attention, déconnecte, machin, hein. Et autant à une époque, on va dire à l'époque un peu du burn-out, c'était des choses que je ne pouvais pas entendre, voire presque comprendre. Autant maintenant, c'est quelque chose, je sais quand je passe la ligne, et je sais que ça contrebalance un peu le côté addict dont tu parles, peut-être. Ouais. J'ai l'impression que ça, souvent, on s'impose plein de choses et on est hyper engagé, mais du coup, avec des risques derrière. Puis on donne une importance des fois à certaines choses. Tu vois, par exemple, moi, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, j'avais un blog dans un autre domaine, c'est l'immobilier, encore un truc où je suis tombé comme ça dedans, voilà. Donc je publiais minimum 3 articles par semaine. De toute façon, sur le web, faut faire 3 publications par semaine. Enfin, je pourrais expliquer pour qui, pourquoi, machin. Je faisais des audits de SEO, tout un tas de trucs. Et voilà, donc je m'imposais ça très strictement, plus derrière plein de travail de SEO, etc. Et donc ça générait beaucoup de travail. Et à l'époque, ne pas publier 3 articles par semaine, mais j'en étais malade. C'était un truc de dingue, mais malade. En plus, j'en étais désagréable éventuellement avec mon entourage,
parce que voilà, pour moi c'était un truc crucial. Or, si on prend du recul, je veux dire, c'est un article de blog, c'est un article de blog. Et les gens qui le regardent d'ailleurs le regardent pas avec cette attention-là, quoi, bien sûr, heureusement. Et ça c'est mon côté addict, hein. C'est la boîte noire, on va dire, un petit peu. Voilà. Ok, le temps passe. Juste, là, on a parlé des burn-out, mais il y a aussi des trucs cool dans le boulot. Juste, est-ce que vous avez une petite anecdote à partager avec nous? Par exemple, Jérôme, en fait, en vrai, je sais que Jérôme, t'avais une petite anecdote à partager avec nous. Ouais, mais quand tu m'as évoqué ça avant, j'ai pensé quasiment tout de suite à mon expérience. Donc, quand j'ai travaillé chez Docker, il y avait pas mal de choses intéressantes, d'autres plus, d'autres moins, mais un moment particulier qui m'a marqué, c'est après avoir monté le track Black Belt à DockerCon, qui était la conférence de Docker, et j'ai eu la chance à plusieurs reprises de monter un line-up de speakers comme ça. Et ce line-up, bah, ça a une espèce de sentiment d'accomplissement, et c'était assez inattendu en fait, dans le sens où si on m'avait dit il y a 10 ans, ouais, dans 10 ans, tu seras avec d'autres gens super bien qui auront fait une présentation et tu seras fier de ce truc-là, j'aurais dit, mais je comprends pas très bien. Mais en fait, là, le fait d'avoir pu inviter ces gens-là pour présenter des choses techniquement assez pointues qui allaient plaire non seulement à moi, mais enfin surtout à l'audience, et puis plusieurs gens qui sont venus à la conférence et puis qui se sont dit ah, super bien ton track, moi je suis resté dans le truc toute la journée pendant les 2 jours parce que c'est là qu'il y avait tous les trucs que je voulais, etc. Cette espèce de feedback, je crois que c'est un des trucs que je retire de Docker qui est peut-être un petit peu inattendu finalement. C'est le côté accompagnement de tes pairs pour le côté présentation, explication. C'est ça, ouais. Et puis après, il y a peut-être aussi un côté, comme moi, à ce moment-là, j'étais en train de prendre conscience du fait que j'étais en train de faire un burn-out, même si j'avais pas encore mis le doigt dessus exactement. Une métaphore qui me venait à l'esprit, c'était de me dire, c'est peut-être un peu comme quand t'es footballeur et puis tu te fais une grosse blessure, donc du coup après tu deviens coach ou un truc comme ça, quoi, je sais pas. C'est un peu l'impression que j'avais juste après cette période, de me dire voilà, j'étais plus capable moi à ce moment-là de monter sur scène, mais j'étais capable de rassembler une équipe, de les faire monter sur scène et puis parfois littéralement de les coacher, de les aider pour que leur talk soit le meilleur possible. Du coup, c'est quelque chose que tu aimerais bien refaire bientôt ou pas? Écoute, si l'occasion se présente, ouais. Ouais, c'est possible, peut-être l'année prochaine, en mars. Voilà. Et Xavier, est-ce que tu avais une petite anecdote à partager? T'es pas obligé non plus, mais si t'en as. Alors j'en ai 2 et je vais les faire hyper court. Ouais, parce que sinon je vais me faire j'en ai une embrouiller IT, par et une hors IT comme ça. Voilà, ok, vas-y. Première en IT parce que voilà, elle est assez marrante. C'était il y a 2 ans, je vais au camping en fait l'été et puis je suis au milieu du lagon en train de nager avec ma fille, machin. Ma fille ressort et puis j'avais le dos tourné, j'entends quelqu'un qui fait ah salut Xavki. Et là je c'est quoi cette affaire? Je me tourne et on a parlé 3 quarts d'heure dans l'eau avec un prof d'informatique qui fait ah pour moi c'est super intéressant ce que tu fais et tout quoi. Et puis du coup cette année avant de partir en camping je fais un petit live, avant de partir en vacances je fais un petit live. Et je fais, cette année, j'imagine que bon, il y a peu de chances qu'on me refasse le coup, salut Xavki, quoi. Et là, pendant les vacances, donc, je suis au mobile home, je prends mon petit café le matin, et puis j'entends, excusez-moi, et je me tourne, elle me dit, ouais, je vous ai vu hier soir, mais vous êtes bien Xavki, quoi. Et là, je fais, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, parce que bon, 45 000 abonnés, c'est pas énorme sur la France entière, on va dire. Et parce que vous êtes tous fans de camping, en fait. C'est peut-être ça. C'est comme ça que tu sélectionnes les abonnés. Et puis non, le truc qui m'a marqué un peu au fer rouge de ma vie, et c'est là où j'ai senti que j'étais la plus forte valeur ajoutée, quoi, en fait. À l'époque, j'étais fonctionnaire, j'aidais les gens à remplir des dossiers d'aide. Notamment, c'était la crise de la vache folle à l'époque. Et il y avait donc on avait fait un dossier où il fallait déclarer le chiffre d'affaires. Et il y a une petite mamie, j'étais dans le département de la Manche, très rural, une petite mamie qui avait 78-80 ans à peu près, quoi, et qui vient pour faire son petit dossier. Et elle me dit mais c'est quoi un chiffre d'affaires? Parce qu'en fait elle faisait les marchés, elle ne savait absolument rien, quoi, pas de retraite, enfin bon elle vivait avec le minimum, etc. Et du coup elle me dit mais c'est quoi un chiffre d'affaires? Du coup on a passé 3 quarts d'heure à éplucher ces bouts de papier, de petits trucs égribouillés du marché, quoi. Et là je me suis dit c'est déjà je trouvais ça super. Et puis la personne une petite semaine après revient, après j'étais le bon Dieu pour elle, elle revient avec une tarte aux pommes.
et en me disant ouais, non, ce que vous avez fait pour moi c'est exceptionnel, etc. Pour elle c'était moi gagner quelques centaines d'euros, et moi là c'est là où voilà, cette partie-là de ma vie elle comptait énormément, quoi, là. Petite anecdote. Ok, j'espère que tu as démultiplié son chiffre d'affaires, du moins que tu l'as aidé pour ça. On va passer au thème d'après parce que sinon on va finir vers 22h. Donc on avait dit qu'on parlerait un peu de tout ce qui est formation, partage, puisque c'est quand même comme ça que vous êtes reconnu et identifié dans les communautés sur Internet ou entre vos pairs, etc. Vous, de votre côté, à titre perso, quelles sont vos façons de vous former? Moi, ces temps-ci, c'est beaucoup par la pratique et l'expérimentation, mais qui souvent va venir de ce que je suis en train de préparer, la plupart du temps pour de la formation, ou des fois pour répondre à des questions d'un client. Parce que, par exemple, dans le cadre de la formation, c'est bien d'apprendre comment quelque chose fonctionne, mais quand on veut l'expliquer à quelqu'un d'autre, il faut être capable de restituer un petit peu ça. Si on a une idée un peu vague, intuitive, on va pas forcément arriver à être très clair dans son explication. Et puis surtout, à la limite, expliquer à une personne, ça va, mais quand on explique à N personnes, comment dire, la probabilité qu'il y ait une personne qui vous pose une question un petit peu technique, et là vous faites, non mais t'as raison, en fait, comment ça se passe, ça me force à explorer les choses beaucoup plus que ce que je le ferais d'habitude. Vous avez peut-être déjà entendu je sais même pas comment il se traduit en français, cette blague pour dire oui, les gens qui savent faire font et ceux qui savent pas enseignent. En fait, à mon avis, c'est plutôt l'inverse. C'est que pour enseigner bien, en tout cas, il faut non seulement savoir faire, mais il faut aussi savoir faire plein de choses autour, parce qu'on va avoir affaire à des questions. Je sais pas, tout petit exemple comme ça, un jour en formation, quelqu'un qui me demande, ouais, quand tu scale down un repli cassette, c'est lesquels les pods qui vont être enlevés? Et tu fais, bonne question. On finit par faire une petite descente en rappel dans le code du contrôleur de repli cassette, parce que finalement, Kubernetes, c'est open source, donc tu vas aller regarder le code du contrôleur, tu peux. Et on finit par avoir des bouts de réponse. On voit qu'il y a des choses assez logiques. Effectivement, quand on scale down, il va dégager les pods qui marchent pas, entre guillemets, parce que, voilà. Et puis après, justement, il y avait on pourrait s'attendre à une réponse relativement simple, et en fait non, il y a des histoires de fonctions qui font du scoring pour déterminer des choses, etc. Et c'était assez intéressant de faire cette petite recherche-là. Et c'est un exemple, mais parmi des centaines d'autres, où voilà, quand je monte une manip, je suis obligé d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais fait si jamais j'avais juste monté ça pour moi ou dans une relation de consulting, en fait. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me poser des questions, et je sais que il va falloir que j'ai une réponse, ou en tout cas que je sache comment aller vers la réponse. Donc tout ça, c'est beaucoup d'expérimentation, on lit un truc dans la doc, mais on va quand même aller vérifier comment ça se comporte pour de vrai. Et surtout, il y a des choses des fois qu'on lit dans la doc et on va extrapoler un petit peu, on va remplir les blancs, et c'est important d'aller vérifier que ça marche vraiment comme ça. Et on apprend comme ça plein de choses. On voit bien arriver ces questions de formation, parce que je vous vois, moi qui suis pas tech, quand vous avez ensuite les discussions pendant des plombs sur Slack pour rebondir et en parler. Donc il y a aussi ce côté-là, moi je trouve qui est pas forcément simple, justement avec du remote, comme on disait tout à l'heure. C'est le côté émulation collective avec d'autres experts à côté qui permettent de s'aider à se former un peu en ping-pong, comme les gens qui posent des questions à la formation. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu comme ça, en fait. Tout seul, on se pose des questions, mais c'est les autres ou c'est les situations qui font que tu te poses plus encore de questions plus précises. J'ai donné mon avis. Normalement, je pose des questions. Non, il y a des moments comme ça aussi. Une autre anecdote comme ça, des gens qui me demandent comment je fais pour me connecter à mon Cassandra qui est dans mon Kubernetes, alors que moi je suis là en local sur la machine. Et on discute un petit peu. Moi, je connaissais pas super bien Cassandra, donc on se synchronise. Il m'explique, le souci, c'est qu'il faut que tu puisses te connecter non pas à un point d'entrée sur le cluster Cassandra, mais potentiellement tous les nœuds du cluster. Donc, comment on fait? Donc là, on commence
je dirais pas partir en live, mais à imaginer des solutions. Ouais, peut-être qu'on pourrait faire une espèce de VPN pour que tu sois dans le cluster. Peut-être qu'on pourrait faire tourner le plugin CNI sur ta machine pour que tu sois connecté comme ça. Ou peut-être, mais bon, ça m'a l'air un peu tordu, peut-être qu'on pourrait ouvrir une petite boucle shell et N kubectl proxy et des règles pétables, ok. Et puis le lendemain, la même personne revient, fait bah tu sais les règles pétables, là, j'ai fait ça marche nickel, là c'est bon, je peux requêter mon cluster depuis mon poste en local, nickel. Et ça m'a un petit peu surpris dans le sens où c'est la solution. Bon, c'est peut-être ce que j'aurais tenté parce que c'est les outils que je connais le mieux, un bon vieux ipétable. Mais en même temps, je suis conscient aussi que c'est pas forcément les choses que les gens connaissent le mieux et que si je dis à quelqu'un allez, un petit coup de shell script et des règles ipétables, la plupart ils vont me regarder en mode oh, t'es gentil, mais ton ipétable là tu vas le remballer parce que bon. Et ça m'avait, enfin, je sais pas si on peut dire agrément surpris, mais de se dire, tiens, ça avait l'air d'être une solution qui pourrait marcher, et là maintenant je sais que oui, ça marche pour de vrai. C'est pas juste, on se dit que peut-être avec un peu de bol on va s'en sortir, c'est non, c'est validé, quelqu'un confirme qu'il a réussi à le faire tourner, et que c'était pas des semaines de dev, hein, puisque c'est quelqu'un qui suivait la formation et qui a fait ça en quelques heures dans le temps entre 2 journées de formation, hein, donc c'est voilà, apprendre par la pratique, l'expérimentation. Et attention, ça veut pas dire que je vais pas lire des blog posts, de la doc, de temps en temps regarder des vidéos, etc. Mais j'aime bien tâter le terrain, vérifier comment ça marche, c'est assez important pour moi. Et toi, Xavier? Moi, je dirais la chaîne, c'est quelque chose qui retranscrit, on va dire, à peu près ma méthode de formation, hein, parce qu'en fait, pour moi, c'est bon la méthode élaborée un peu par Richard Feynman, quoi, qui est de se dire apprendre les choses à quelqu'un, savoir les expliquer, c'est se former, et comme le disait Jérôme, hein, c'est exactement ce que disait Jérôme, c'est que ça oblige à être au clair avec les choses, et qui plus est apprendre à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Le meilleur exemple, c'est ma fille. Une fois, voilà, on regarde les tables d'addition, etc. Je lui fais une question piège, elle avait pas vu les nombres négatifs, etc. Je lui dis bah tiens 2 moins 3. Elle me dit bah ouais, c'est pas possible ça. Je lui dis bah si, ça fait moins 1. Elle me dit mais c'est quoi un nombre négatif? Et là tu fais ben ouais, c'est facile, c'est un nombre négatif quoi. Et ouais, mais c'est pas un nombre négatif. Oui, donc après je prends des calculs, quoi, je lui explique avec des pièces ce qu'on veut, machin et tout, pour dire bah, voilà t'as une dette, etc. Mais ouais, on en revient à ça, c'est-à-dire que ça nous ramène on est devant quelqu'un, on est tout nu quoi en fait, et il faut être au clair avec ce qu'on dit. Alors je dis pas que je suis au clair tout le temps avec ce que je dis sur la chaîne, mais en tout cas j'essaye d'être le plus posé face au sujet que j'essaye d'expliquer. C'est quelque chose qui est assez important. Pareil, on est à une époque où il y a beaucoup de termes qui permettent de faire abstraction des problèmes, soit par des anglicismes ou pas forcément par des anglicismes. On parlait de scale-up tout à l'heure. Il y a quelqu'un une fois sur la chaîne dans le commentaire qui me dit mais c'est quoi scale-up? C'est vrai qu'on a tendance à utiliser des fois des raccourcis sans expliquer le terme d'avant. Alors il y a un moment, il faut s'arrêter parce que sinon on n'en finit jamais. On arrive là cette semaine, je sais plus, on m'a posé la question. Oui, je sais plus sur des IP, un truc. Voilà, la question qu'on m'a posée, c'est on m'a dit tiens mais pourquoi tu lances des VM sur ton laptop? Il me fait ah bah a priori je devine que c'est parce que tu veux avoir des machines virtuelles et pas avoir des machines physiques directement. Alors oui, heureusement, mais bon là c'était un peu le mauvais commentaire, mais en tout cas assez souvent c'est quand même on peut pas si on n'est pas à l'aise avec quelque chose, et surtout à l'oral en plus. Donc c'est le fait de l'expliquer. Ouais. Et donc faut être au clair avec. Et la méthode Feynman est très pratique dans cette méthode-là. Alors je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque où j'ai commencé il y a 4 ans. Et maintenant ça calque complètement. Et d'ailleurs j'invite plein de gens à faire des blogs ou à faire des chaînes YouTube, etc. pour s'auto-former même soi-même. Faut pas avoir le sentiment qu'on donne aux autres. C'est en fait on reçoit tellement aussi en arrière-plan pour sa carrière, mais pas seulement aussi intellectuellement. C'est un travail qui est intéressant. Voilà. Ouais, en fait c'est une forme d'auto-formation. Par la formation. C'est ça. Du coup, on peut peut-être passer au sujet suivant. Il y a plein de façons de se former. Donc là, on en a parlé de quelques-unes, mais on peut citer évidemment, il y a les écoles, les formations, l'auto-formation, le mentorat, etc. Comment vous voyez un peu la combinaison de tout ça, ou vos avis Ben, intuitivement, on sent qu'il y a on va tous et toutes être sensibles à des manières différentes de se former, enfin, ne serait-ce que parce qu'on va préférer
lire un bouquin ou écouter un podcast ou etc. D'ailleurs, on est assez curieux de savoir, vous, audience, qu'est-ce que vous aimez bien comme technique de formation. Et normalement, si on ne s'est pas foiré, c'est un questionnaire à choix multiples dans les sondages. Et que ça nous permettra peut-être de choisir... convainquez-moi, histoire que je sache pour mes prochains trucs, est-ce que je dois faire des vidéos YouTube ou écrire un bouquin. Non, alors de manière intuitive, on sent qu'il y a des choses qu'on préfère. Il y a pas longtemps, j'ai vu une présentation qui parlait des learning styles, et donc il y a le learning style genre auditif, visuel, kinesthétique, je crois, enfin quand on touche, etc. Et j'ai commencé à essayer de me renseigner un petit peu là-dessus. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on trouve beaucoup de choses. Des fois il y a des modèles avec 3 learning styles, avec 4 learning styles, des fois il y en a 6, des fois il y en a 7, des fois il y en a 8. Donc c'est un petit peu le bazar. Et en plus, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est quand j'ai commencé à lire un peu des papiers de recherche dessus, malheureusement la recherche semble montrer que ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc du genre, on a demandé à des étudiants de choisir s'ils voulaient, je me rappelle plus des détails, hein, mais est-ce que vous voulez plutôt lire un truc ou l'écouter ou je sais pas quoi. Les étudiants pouvaient choisir ce qu'ils voulaient, et après on a mesuré un peu le niveau d'apprentissage, et c'était pas convaincant par rapport à la situation où on aurait forcé tout le monde à lire un papier, par exemple. Mais bon, je pense que le jury s'est pas encore pleinement prononcé là-dessus, et personnellement, je suis intimement convaincu que on va avoir des styles qu'on va préférer déjà, et en fonction de ce qu'on veut faire, il y a des styles qui vont marcher mieux que d'autres. C'est vrai que faire de l'informatique sans ordinateur, c'est un peu plus difficile, surtout de la programmation, je parle, hein, parce qu'encore de l'algorithmique, sur tableau blanc, ça se fait très bien, et à la limite même, ça se fait mieux sur tableau blanc qu'avec un ordi. Mais de l'Ansible sur tableau blanc, ça va être un peu compliqué. Ouais. On a besoin de ça. Et puis à l'inverse, faire de la musique juste avec les partitions, ça va être un peu compliqué aussi si on peut pas écouter ou faire de la musique soi-même. Donc je pense qu'il y a des styles différents, et à titre personnel, par exemple, même, enfin, il y a des choses que j'ai beaucoup de mal à apprendre en vidéo. C'est pour ça que j'admire beaucoup ce que fait Xavier et ce que font plein d'autres youtubeurs, parce que j'essaye, mais j'ai du mal. Parce que j'ai trop le réflexe de me dire, je préfère aller vite fait scanner en diagonale un blog post ou un truc, ou alors si c'est quelque chose de technique, je préfère, comme on disait tout à l'heure, retrousser mes manches, me mettre face à mon terminal et puis tester pour voir vraiment ce qui va se passer, quoi. Mais après, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, ouais, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Pour moi, en fait, ça me rappelle l'époque où je faisais beaucoup de sport. Maintenant, je fais plus, mais en tout cas, c'est à l'époque où je faisais beaucoup de sport. Ce que j'aimais dans le sport, notamment, et les différents sports, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire à comment on récupère, suivant ce qu'on a fait, à quel moment on l'a fait, quand on a mangé, pas mangé, etc. Essayer de se comprendre. Pour moi, apprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la première chose qu'on devrait nous aider à trouver, en tout cas nous aiguiller dans la vie au niveau des écoles, c'est apprendre à apprendre. Et chacun a comment on va dire, un chemin qui est différent des autres. Donc il faut se comprendre au début pour pouvoir dire j'apprends de telle manière, et c'est ce cheminement qui va avec. Je suis persuadé que comme il n'y a pas une méthode, tout le monde doit piocher un petit peu dans chacun, comme tu dis, soit des vidéos, soit de la documentation, soit des livres. Moi, je suis très très friand des livres. D'ailleurs, quand on regarde beaucoup de un peu de documentaires sur alors moi ça me fait moins rêver maintenant, mais les Bill Gates, Elon Musk, etc. Ils ont souvent un petit peu ce point commun qui est ils se trimballent avec un sac de livres en fait, et ils lisent énormément avec des capacités de lecture qui sont. Parce que là tu parles de gens qui sont de la génération passée d'avant. Alors, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que c'est encore comme ça? Peut-être pas, mais en tout cas et d'ailleurs ce qui est intéressant, il y avait un documentaire sur Bill Gates, alors qui est peut-être édulcoré, je ne sais pas trop, quoi. J'imagine que il y a un filtre, hein, bien sûr, devant, faut se le dire, mais il s'impose de prendre de la distance à certains moments, de s'isoler avec des livres quand il veut traiter un sujet et l'éplucher. Alors je dis des livres, mais
Bien sûr, les nouvelles générations, ça va être peut-être une tablette avec un livre électronique, peu importe. Mais je pense que c'est assez important dans un livre. Moi, ce que je recherche, par exemple, c'est la table des matières. Ça me permet de structurer ma pensée. Et quand on veut faire de la lecture rapide, il y a une méthode qui consiste à prendre toutes les têtes de chapitre, lire le début de la tête de chapitre, la fin de la tête de chapitre, et déjà commence déjà à mieux comprendre les choses, et puis ensuite on rentre dans le détail. Il y a des choses comme ça où, alors le livre, voilà pourquoi je le trouve intéressant. La vidéo, ça va être d'autres aspects, c'est-à-dire à d'autres moments, je vais avoir envie de regarder des choses un peu comme une série. Mais du coup, tu vas voir quel youtubeur pour apprendre des choses. Alors, je peux t'en donner plusieurs, hein, mais vas-y. Yves Rougy, où je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Alors pourquoi je la recommande? Alors d'une part parce qu'il y a du Linux déjà, l'open source, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui alors ça va peut-être paraître étrange, mais qui a un ton de voix qui est magnifique et qui fait qu'on va adhérer à ce qu'il est en train de dire. En tout cas, ça va nous absorber, ça va nous faire rentrer dedans. Il explique très très bien les choses. Il y a plein d'autres youtubeurs. Il y a Christophe Casalegno aussi qui fait des très très bonnes vidéos sur des choses simples de bash où il va expliquer avec un raisonnement qui est très construit. Il y a Adrien Linuxtrix. Ça, c'est pour les francophones. Après, dans les anglophones, alors ça va être un peu différent, mais voilà, il y a pas mal de matière pour les vidéos. Voilà. Je te coupe, mais on a justement la question. On s'était posé la question quand on avait fait le dernier meet-up sur la communauté DevOps Cloud Native francophone avec Jérôme, et on se disait qu'il y avait beaucoup de contenu français, ce qui était assez cool. Mais donc là, on voit que tu vas quand même piocher dans du contenu YouTube anglais. Vous, au final, vous faites un peu des deux ou... Alors si tu veux, je peux enchaîner comme ça. Ouais, on aura regroupé le paquet. Moi, ce qui m'a fait commencer ma chaîne, c'est pas des chaînes YouTube francophones, c'est des anglophones, mais plutôt indiens quoi en fait. Où je trouvais dommage en fait qu'en France on n'avait pas ce type de chaîne-là. C'est-à-dire que j'étais étonné. Alors bon, par le nombre d'abonnés, bien sûr, et ils ont une foultitude assez rapidement, mais il faisait ce que moi j'ai rien inventé, et il faisait la même chose, c'est-à-dire une playlist, une technologie, et ensuite dérouler cette technologie avec une sorte de quelque chose qui va crescendo, quoi. Et je me dis tiens, je tombe sur une première chaîne comme ça d'un Indien qui le fait, je me dis voilà, c'est cool. Alors il y avait du JMeter, Jenkins à l'époque, ce que je cherchais un petit peu. Puis après je tombe sur un autre, etc. Et de fil en aiguille, je me dis mais pourquoi on n'a pas ça en francophone, quoi. Je me dis c'est étonnant. Après je regarde même côté US, il n'y avait pas trop ça en fait. C'était souvent que quelques technologies, et souvent c'est ce que j'explique, ce que je dis aux gens. Il y a une différence entre montrer quelque chose et apprendre quelque chose aux gens. Quand on prend des vidéos YouTube des fois qui sont un petit peu orphelines, on va dire, c'est-à-dire il y a un one shot, on va montrer un truc parfois très compliqué, et on sent que la personne a voulu montrer quelque chose, elle n'a pas voulu forcément apprendre les choses à la personne. Alors il y a rien de péjoratif, chacun fait ce qu'il veut et avec l'attention qu'il souhaite, hein, bien sûr, mais c'est exactement même pareil. Faut prêter attention quand on est dans un cadre professionnel, par exemple au sein des bureaux. Assez souvent on va faire tiens, je te montre quelque chose. Et en fait moi rapidement je prends du recul maintenant à chaque fois qu'on me dit ça, et je me dis tiens, alors, est-ce que tu me montres quelque chose, ou est-ce que tu veux me former à quelque chose, me faire un pas supplémentaire? Et c'est assez intéressant à regarder, voir les comportements des gens. Moi, j'adore regarder un petit peu, analyser ces choses-là. Après, je juge pas les gens, mais je me dis tiens, voilà, c'est hyper intéressant. Et des fois, ça fait des constructions, on va dire un petit peu différentes au sein des entreprises, des teams, etc. Voilà, c'est mon petit hobby. Bien, on va passer au sujet suivant. Sinon, on va avoir du mal à respecter notre timing. Le thème suivant, c'est tout ce qui est autour du collaboratif, du communautaire, de l'open source. J'avais envie de poser une petite question autour des termes DevOps et Cloud Native. Déjà, bon, en gros, sur tout ce qui est sous l'angle collaboration au sein des entreprises. Bon, déjà, quelle est un peu derrière vous la signification du mot DevOps qui prête tout le temps à discussion. Je sais que vous pensez pas forcément pareil, et surtout, je me suis aussi souvent posé la question. Cloud Native DevOps, on voit qu'il y a des choses similaires. Ouais, comment vous pensez les deux termes, leurs liens, leurs Vas-y si tu veux, Jérôme. différents. La question facile. DevOps, déjà, bon, pendant longtemps, j'avais une vue très simpliste du truc. Je me disais, ouais, DevOps, c'est Dev plus Ops, quoi, ça fait DevOps.
Puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça d'un certain côté, mais c'est plutôt une espèce de méthodologie pour moi. Et attention, hein, je pense que si on réunit trois personnes dans la pièce et qu'on leur demande ce que c'est que le DevOps, on va ressortir avec 4 définitions, donc je vais juste vous donner la mienne, après vous en faites ce que vous voulez. Mais une méthodologie où on va en fait essayer de se mettre dans une espèce d'itération, d'amélioration continue. Par exemple, quand je fais mes formations, j'essaie d'avoir une pensée un peu DevOps. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que à chaque fois que je fais une formation, bah, à la fin, je me essaie de me faire une petite rétro pour me dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché, et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la suivante, je puisse itérer. Parce que, et surtout, et franchement, ça c'était très 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 vrai au début de la pandémie quand j'ai commencé à faire les trucs en ligne, et il y avait beaucoup d'expérimentation et il fallait que j'améliore les trucs très vite. Je pouvais clairement pas faire du waterfall en mode dans 6 mois nous allons changer le codec vidéo parce que là c'était vraiment tout pourri. Non, il fallait être capable de réagir vite, de changer les choses vite. Et pour moi c'est ça faire du DevOps en fait, c'est de continuellement mesurer, itérer. Et pour faire ça, bah souvent il faut changer la manière dont on fait du logiciel. Là je sors complètement de l'histoire des formations et je reviens sur la partie software, hein. Mais parce que les méthodes qu'on avait à l'ancienne en mode mise en prod tous les 6 mois, bah là du coup ça marche pas du tout. Alors des fois on rapproche pas mal ça des méthodos agiles. Et pourquoi pas, hein. Après je suis pas du tout calé en agile, donc je vais pas commenter là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, si on veut entre guillemets faire du DevOps et donc pouvoir itérer et aller vite, bah ça veut dire qu'il va falloir souvent se donner les outils qui vont bien pour faire ça. Genre comment je fais pour qu'au lieu de faire une mise en prod tous les 6 mois, je fasse plutôt 6 mises en prod par jour par exemple. Et c'est vrai que quand on veut passer de l'un à l'autre, on fait non, c'est pas possible, c'est mort. Et puis une fois qu'on dégaine, alors ça peut être du CI/CD, des containers, de l'automatisation, on saupoudre avec du blue-green deployment, du Canary, etc. On aligne tout ça et on arrive à se mettre dans un scénario où c'est bon, ça marche. Et un travers qu'on a souvent, c'est de confondre DevOps, donc un peu ce qu'on veut faire et les outils, donc comment on veut le faire. Non, le DevOps, c'est pas parce que je fais des containers et que j'ai un pipeline de CI/CD que je fais du DevOps, quoi. Il y a des chances pour que j'utilise une partie de cette boîte à outils pour le faire, certes, mais c'est pas ça qui fera que je fais du DevOps. Et à l'inverse, je peux très bien avoir des machines rackées en data center et pas du tout de containers et faire quand même du DevOps parce que j'aurai l'automatisation, parce que j'aurai des process, parce que j'aurai c'est ça, c'est l'approche qui compte. Pour ça que du coup, quand on parle des fois de ingénieur DevOps, pour moi, ça, bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de fiches de poste ingénieur DevOps et des gens qui ont ça comme titre, donc je veux pas non plus trop casser du sucre, mais pour moi ça fait un petit peu comme si on disait oui je suis ingénieur agile. Ah oui, montre-moi comment tu fais la roue. Xavier, sur ce sujet, je sais que ouais, on pose tout le temps la question. Ouais, moi je cherche toujours la réponse, hein. C'est un peu ça. La réponse je l'ai. Après le problème c'est la pratique de la réponse, quoi, qui me pose plus problème. Et je fais partie du problème en même temps, hein. Je veux dire sur la chaîne. J'en ai joué un peu au début quelque part, hein, faut être honnête, de dire tiens voilà je vous fais un truc sur DevOps et puis finalement c'est des technologies, alors que j'ai lu des bouquins bien avant qui expliquaient très bien le principe du DevOps, cloisonnement, etc., tout ce qui empêche l'itération, etc. Et ça me pose d'ailleurs même un cas de conscience, c'est-à-dire que voilà récemment je me suis fixé comme pratique, on va dire, c'est d'éviter les hashtags DevOps, déjà systématiquement quasiment. Ça date pas depuis très longtemps, mais voilà. Parce que voilà, je suis conscient de ça. Après, ouais, pour moi, le DevOps, c'est ce que disait Jérôme, c'est l'itération et la capacité à réitérer les déploiements avec un retour le plus rapidement possible, donc un fast fail, un retour le plus rapidement possible de toute anomalie pour éviter de faire en sorte de pas entraîner trop de monde dans la boucle de débugage de problèmes. Si on est en production, vaut mieux débugger quelque chose quand on est en dev que quand on est en production. On entraîne moins de monde, les risques sont nettement moins importants, donc tout ça vient avec. Le monitoring doit suivre avec également. Tu parlais tout à l'heure cloud native aussi en même temps. Pour moi aussi, c'est ce qu'amène la cloud native, c'est-à-dire au-delà d'un écosystème d'outils, ce qui est important, je pense aussi quand on débute, c'est d'avoir en tête
les briques d'outils, quoi, les typologies d'outils. Et ça, c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gens, et de se dire après, dans chaque typologie d'outils, on essaie de découvrir un outil à chaque fois, et de se dire c'est à partir de ça qu'on a sa boîte à outils, notamment pour faire du DevOps. Mais après, il faut de la méthodologie, quoi, de la pratique, qui va permettre de réaliser ça. Moi, mon premier poste qu'on m'a proposé dans le privé, c'était ingénieur DevOps, chez Oscaro. Et pour le coup, le titre portait un petit peu son nom. Il y avait un cloisonnement entre les devs et les ops, hein, c'est-à-dire que le cas classique, après on en rigole, mais le cas classique où un dev va demander quelque chose à un ops, et puis l'ops va faire mais t'es sûr que t'en as besoin de ça, ou tu vois, Ouvre un ticket. c'est ça, fait un ticket. Et ce qui était hyper intéressant en plus à comprendre, c'est que généralement ces situations-là, attention, faut pas accuser les gens, c'est que ces situations-là émanent d'un contexte plus global. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est des boîtes qui peuvent être drivées par les devs, et puis les ops sont en train de courir derrière quelque chose, et du coup derrière, quand à chaque fois on vient leur redemander quelque chose, et ils font non mais t'es sûr du truc, et puis en fait le truc il rechange au dernier moment, etc. Bah, c'est difficile à vivre quand on est ops, alors qu'on est là pour être le garant de la production, qui elle, c'est quand même quelque chose de crucial. C'est vrai que le DevOps, c'est pareil, c'est quelque chose qui a une connotation. C'est vrai qu'on a cette idée de dire une organisation un peu verticale, on l'associe aussi au squad avec le Scrum, etc. Mais ça a aussi d'autres effets négatifs, c'est-à-dire que avoir un silo. Avant, on criait sur les silos horizontaux, hein, donc les sysadmins, les devs, etc. Finalement, là, on est en train de recréer dans certaines sociétés, je disais ça, et après, c'est pas compris la démarche, des silos verticaux. Et les silos verticaux, c'est pas non plus très bon pour les sociétés. C'est-à-dire que par exemple, une boîte qui va avoir un silo sur je sais pas, les mises en colis, et puis un autre silo sur le passage de la commande, c'est dramatique, parce que derrière, comment on va trouver de l'inspiration pour faire évoluer les choses en commun si finalement chaque équipe travaille effectivement à déployer plus vite, mais pas en... Donc il faut que ce soit fait intelligemment, quoi. Il faut pas se fixer sur des méthodos stricts. Et après, on parle souvent de la philosophie, et c'est pour ça que la philosophie me paraît être une bonne approche. Après, c'est difficile de mettre derrière les mots les actions concrètes, on va dire. C'est aussi souvent des mindsets. Hein. Tout à l'heure, on parlait du cas des devs, des ops qui, voilà, le premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire avec ton truc là. Non, le réflexe, c'est d'essayer de comprendre. D'une part, côté dev, de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, et quelle est la plus-value que ça apporte, etc. Voire en parler à plusieurs avec dev, SRE, etc. Qui est le cas où je travaille actuellement. C'est pour ça que ça me plaît. Et ça, c'est vraiment super agréable de travailler dans des conditions comme ça, quoi. Ok. Peut-être passer à la suite sur votre engagement perso dans le communautaire. Je sais que ça vous tient à cœur, et puis quand on voit ce que vous faites et vos actions, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je sais que vous avez un peu deux points de sujet l'un comme l'autre. Jérôme, récemment, t'as fait du training de façon un peu particulière. Ouais, c'est un peu work in progress, et justement là on est en plein dans la démarche DevOps. C'est que à l'époque où les formations que je faisais n'étaient pas en ligne, enfin, surtout l'époque des conférences, hein, donc où j'allais dans pas mal de villes différentes, surtout aux États-Unis, il y avait déjà essayé à chaque fois d'aller présenter un meet-up ou quelque chose comme ça. Donc on va dire là on est 50-50 communautaire, et puis 50-50 aussi c'était du marketing pour Docker, très clairement. Et puis après, sur la fin de ma période chez Docker, ce que j'essayais de faire quand j'allais dans une autre ville, c'est de me mettre en contact avec des associations locales, type Women Who Code ou Girl Develop It, et puis de dire tiens, on pourrait faire un workshop Docker ou Kubernetes pour des femmes et ou d'autres minorités dans la tech. Et c'était quelque chose que je trouvais assez génial. Enfin, évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais finalement, c'était pas grand chose par rapport à l'impact que ça peut avoir. Et là, depuis plusieurs années, avec le côté online, j'avais pas eu l'occasion de reprendre ça. Et là, donc les 2 dernières semaines, j'ai tenté le coup sur un training que j'avais, qui était un training public, par opposition à un training privé où il y aurait, mettons,
que des ingénieurs de chez je sais pas quelle boîte, là c'était Open. Donc on a dit tiens, on va essayer de filer 10 ou 20 tickets comme ça à prix méga cassé pour des gens qui auraient pas les moyens ou qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos trainings, etc. Alors ça a à peu près marché, mais avec quand même certaines surprises. C'était un horaire en training au départ US, donc je me suis dit que j'allais avoir des gens des Amériques. Et là, je dis Amérique au sens large, hein, puisque on se cale sur le fuseau horaire. Donc oui, États-Unis, Canada, Mexique, Amérique latine, tout ça, je me suis dit nickel. Et en fait, on a eu beaucoup de gens d'Afrique qui ont postulé, et avec plusieurs challenges. Déjà, du coup, pour ces personnes-là, le fuseau horaire était vraiment pas dingue. Et puis, en plus, même si ce qu'on proposait comme prix pour le training, c'était du genre 15$ pour le training Docker, 20$ pour le training Kubernetes, un truc comme ça, donc c'était pas grand chose. Mais pour des gens qui sont étudiants en Afrique, là ça représente quand même une petite somme, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est seulement quasiment au dernier moment, quand on a commencé à éplucher un peu les candidatures, entre guillemets, les requêtes qu'on avait eues, qu'on s'est rendu compte de ça, qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens à qui on avait envoyé le message pour dire ouais vas-y viens, voilà le code pour venir au training et qui l'ont pas fait parce que après quand on leur a demandé ils ont fait bah non, pour moi en fait ça fait beaucoup de blé, donc et donc je dis que j'y terre parce que pour moi c'est un demi-succès, c'est genre ouais je suis content de l'avoir fait, c'est un geste pour la communauté, sauf que j'espérais que ça serait un geste plus significatif, plus important, et le but c'est d'apprendre pour la prochaine et de faire quelque chose, et je sais pas encore ce que ça va être exactement, honnêtement j'ai besoin de réfléchir un petit peu dessus, de décanter tout ça. J'en sais rien. Il y a par exemple quelqu'un qui fait un truc génial que j'admire énormément. Il s'appelle Jefferson Fernando, c'est Linux Tips. Et donc lui, il est brésilien au départ. Et donc il fait beaucoup de trucs en portugais pour la communauté brésilienne, et il fait des lives avec littéralement des milliers de personnes où il leur apprend à faire du Terraform, de l'Ansible, du Docker, du Kubernetes, de la WS, du cloud XYZ, et je me dis ouais j'aimerais bien faire un truc un peu dans ce style-là, mais je suis encore en train un petit peu de me chercher pour voir qu'est-ce que je peux faire, l'intersection en gros entre mes capacités, mes outils, mon réseau, et quelque chose qui serait hyper positif pour la communauté, quoi. Voilà. Bien. Et toi, Xavier, forcément, sur langue communautaire, on sait un peu ce que tu fais. Ouais, c'est ma chaîne. Après, c'est vrai que les gens le voient. En plus, c'est vrai que des fois, on va dire, j'ai un petit regret, je suis très mauvais en anglais. Voilà, ceux qui le savent pas le savent maintenant. Mais au moins comme ça, tu es obligé de faire un truc en français, et voilà. C'est pour ça qu'on a du bon contenu francophone. Ouais. Et disons que au début, pas au début, à la moitié, quand je voyais que la chaîne marchait, et que je voyais d'autres chaînes cartonner en anglais, je me dis si j'avais fait en anglais, ouais, c'est sûr que ce serait autre chose. Mais en fait, le truc qui me fait positiver, un des trucs qui me fait positiver sur le côté français, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Tunisie, du Sénégal, Côte d'Ivoire aussi beaucoup, du Maroc, qui regardent la chaîne en quantité, parce que c'est à peu près, je dirais à la louche 20-25% à peu près des viewers, quoi. Et ça, je suis assez content, et c'est souvent en plus des gens qui sont très motivés. Comme tu disais, il y a l'aspect coût aussi, qui est non négligeable, et qui sont très motivés, qui mettent une énergie assez différente, moi je trouve, par rapport à quand j'ai des échanges avec des diplômés, on va dire français, quoi, France métropolitaine pas forcément, mais des personnes d'origine soit africaine, voire même des Indiens. Là, c'est l'anecdote, c'est que tu parles français, les Indiens, j'ai des Indiens qui me mettent des commentaires en anglais. Alors les Anglais, les US, eux, me mettent plutôt des commentaires en disant mais fais tes vidéos en anglais. Ça, je sais pas combien de fois, en me disant mais comment tu peux faire ça et pas en anglais, quoi, tu vois. Ça, je sais pas combien de fois. Et puis par contre, les Indiens, eux, non, c'est le contraire. Ils font non, ok, moi je connais pas le français. Au pire, j'apprendrai le français, mais en tout cas, rien que par visualiser la vidéo, ils arrivent à reproduire le truc et ils apprennent quand même des choses. Et donc ça, je trouve ça aussi aussi formidable. C'est ce qui permet. Moi, je trouve, voilà, c'est un des exemples où le numérique apporte tellement quelque chose d'intéressant. Si on regarde la définition de ce qu'est le progrès, qui a été défini au siècle des Lumières, qu'on va dire, il y avait le côté social, et je trouve que ça, c'est aller au bout des choses, ce que nous permet la technologie. Donc je trouve ça vraiment super sympathique.
Et puis voilà quoi. Et puis ça me permet de tisser un réseau aussi qui est assez intéressant. Après, je suis pas fan du terme communauté, alors pas au sens où on l'emploie, mais je trouve que au jour d'aujourd'hui, on utilise les communautés pour cliver beaucoup aussi la population, quoi, la société, et je trouve ça dommage. Après, pas dans le sens où on l'utilise là, je suis d'accord, mais voilà, c'est juste sais pour... pas, hein, j'avais peut-être une question un peu fourbe. Ah, peut-être. Mais voilà, c'est juste pour donner mon petit point de vue sur le terme communautaire. On voit souvent des petites querelles. Alors maintenant, ça disparaît un petit peu, les petites querelles de clocher, OpenBSD, etc. Et les distribs. Alors je sais qu'il y a Adrien Linuxtrix qui a une chaîne qui est sur les distributions, et on voit tout de suite qu'il y a Les chapelles. des petites chapelles et tout, quoi. Et c'est pour ça le terme communauté, assez souvent, ça permet de regrouper les gens. Tant que c'est pour les regrouper, ça va, mais après, ça peut aussi faire des petites... Bref, une communauté qui reste ouverte, quoi. Voilà, une belle communauté open source. Ouais. Peut-être passer au thème d'après, parce que le temps passe. On avait choisi ensemble de discuter un peu écologie, parce que ce sont tout ce qui est enjeux environnementaux, climatiques, sont des préoccupations que vous avez au quotidien, que j'ai aussi à titre personnel. Qu'en plus, on travaille dans le numérique, on peut se poser des questions sur notre impact, ce qu'on fait, etc. Déjà, première chose, est-ce que vous avez des sources pour vous informer? Enfin, quelles sont vos sources à vous? Ou est-ce que vous avez des petits tips comme ça à partager? Ouais. Bah moi j'ai deux sources qui me semblent intéressantes et avec une certaine neutralité, hein, c'est ça qui est aussi important à voir. Le but c'est pas d'avoir non plus des ayatollahs d'un domaine c'est ça qui est important aussi, parce que des fois ça peut donner des perceptions qui sont pas forcément justes. D'une part, Valérie Masson-Delmotte, qui me semble une incontournable à suivre, soit sur Twitter. Moi, c'était pour ça que j'avais recréé mon compte Twitter. Excusez-moi, j'ai requitté. Mais on peut la suivre par ailleurs, notamment. Et elle fait de très très bonnes confs. Donc c'est notamment une des présidentes de groupes au GIEC, quoi, en fait. Et puis également une deuxième personne qui est hyper intéressante et moi j'adore dans les talks, alors c'est pour ça là, l'élève rencontre le maître, mais dans les talks qui m'ont transmis des choses. Alors dans la tech il y a quelques personnes, mais ça se compte quand même sur les doigts des deux mains. Et également dans le domaine de la biodiversité, il y a Gilles Boeuf qu'il faut vraiment regarder. Au-delà de l'aspect simplement les gens qui se disent l'écologie, je sais pas quoi, machin, ne faire passer outre même le thème, rien que voir la passion que transmet cette personne sur des choses incroyables et la manière dont il transmet ça, il vulgarise les choses, c'est vraiment à regarder, c'est passionnant, quoi. C'est deux personnes qui me semblent... On en a pas mal parlé ensemble, mais je connais même pas... Non, donc, mais... merci, je suis content d'avoir assisté à ce meet-up, parce que du coup, j'ai plein de super sources à aller voir. Et toi, Jérôme? Moi, honnêtement, j'ai pas de source qui me viendrait en tête comme ça. Ouais, c'est plutôt un foisonnement de plein de petites choses différentes. Quand on avait essayé de préparer un petit peu ça, j'ai pensé à moitié en rigolant au cours de Jean Covici, là, son cours des mines qui est disponible publiquement. C'était assez intéressant parce qu'au départ, sans connaître l'individu, on se dit bon, c'est un cours pour les ingénieurs des mines, donc ça risque d'être assez industrialiste et on y va, le grand capital, tout ça. Et en fait, pas tant que ça. Et ça donne un point de vue qui est très technicien, il y a peut-être des gens qui vont dire même technocrate carrément, mais qui avec des conclusions qui sont pas celles qu'on attendrait au départ. Et puis ce que j'avais trouvé intéressant, c'est justement, on parlait des styles d'apprentissage, son cours il est dispo en vidéo YouTube, il y a des gens qui se sont embêtés à le retranscrire, donc on peut aussi récupérer les PDF. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et du coup, on n'est pas obligé non plus de se taper les 10 ou 20 heures ou je sais pas combien. Donc, pour moi, c'était une source intéressante avec un gros concentré de faits, de chiffres et de choses comme ça sur la question. Alors, un petit complément pendant que j'y pense. Pour joindre l'utile à l'agréable, on va dire, parce que c'est vrai que la fibre écologique, on l'a pas forcément en soi et on veut pas être non plus contraint forcément d'y aller. Donc, des fois, moi, je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer l'écologie à d'autres choses qui nous permettent d'évoluer, qui peuvent nous apporter aussi professionnellement l'approche systémique, donc la systémique, donc qui est l'approche des systèmes complexes. Je trouve ça, alors ça me passionne. Il y a quelqu'un qui rigole parce qu'il m'a fait aussi découvrir une très bonne source dans ce domaine-là.
Tu peux citer, je me souviens. Alors Marc Alevi qui a fait une très bonne, un très bon talk. C'est assez génial. Ouais, assez génial. Et du coup, alors si vous voulez le mode aussi un petit peu cours généraliste à Central Supélec de Arthur Keller. Un super cours où, alors bien sûr, c'est la matière qui est la plus facile à exploiter pour la science, la systémique, c'est vraiment bon, le climat, les enjeux globaux de ressources pour les êtres humains, etc. Mais au-delà de ça, ça montre l'approche et qui d'ailleurs, je pense, peut apporter énormément quand on travaille dans le domaine de l'informatique. C'est l'approche globale. C'est-à-dire ne pas se dire, ok, je prends chaque technologie une à une, etc. Non, il faut sortir de ça. C'est un peu le DevOps. Hein. Le DevOps, c'est un peu la systémique, mais généralisée, qu'on va dire, à notre quotidien. C'est-à-dire de pas cloisonner les choses, de pas avoir de silos, et de se dire, plutôt que d'être ultra bon verticalement, d'être aussi capable de se dire, en fait, je suis peut-être un peu moins bon, mais je vais couvrir beaucoup plus large. Monitoring, tuning système, etc. Enfin bon, il y a plein de choses et de se dire voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est des choses qui interagissent avec des boucles de rétroaction positives, négatives, etc. Ça peut se modéliser. Hein. Il y a des cours, il y a de très bons bouquins. Je pourrais en donner, mais bon, je vais pas le faire. Il y a de très bons bouquins dans ce domaine-là qui expliquent comment avoir justement géré des problèmes complexes. Voilà. Très bien. Et donc alors, comment est-ce que vous prenez en compte le côté un peu écologique dans votre quotidien pro déjà? Pas forcément toujours facile, mais je sais que vous avez des petits tips ou des... Jérôme? Au niveau pro, c'est un peu anecdotique vu mon empreinte carbone au niveau pro pour ce que je fais, mais par exemple quand je fais mes trainings, à chaque fois je donne des clusters, des VM et des clusters Kubernetes aux gens, histoire que quand on commence le training, on arrive direct SSH, c'est parti, on peut maniper, au lieu de passer 4 heures à essayer de faire tourner un minikube ou quoi. Mais donc du coup, ça veut dire faire tourner des VM, et des fois c'est beaucoup de VM. Quand c'est des gros trainings, des fois pour des boîtes US, ça va être 50 personnes, des clusters de 3, même si c'est des petits clusters, il y a quand même 3-4 nœuds à chaque fois, puis des fois il y a plusieurs clusters parce qu'on veut montrer des trucs différents, donc bref, ça m'arrive régulièrement de lancer des paquets de 200-300 VM, et un petit détail, c'est que quand c'est en Europe, par exemple, je lance ça plutôt en Suède, plutôt qu'en Allemagne, puisque si on va regarder sur Electricity Map par exemple, on verra que l'énergie allemande c'est un petit peu de la merde, quoi, hein. C'est surtout du charbon. Ils essayent de faire des efforts depuis un petit moment, mais voilà, si vous prenez l'électricité allemande, il y a quand même à peu près un tiers, ça reste du charbon, qui est à peu près la pire manière de produire de l'électricité que vous pouvez imaginer, quoi. Donc d'accord, à côté il y a des éoliennes, il y a du solaire et tout, mais il y a des moments, comme maintenant, quand il n'y a pas de vent et il n'y a pas de soleil, c'est pas beau du tout. Alors que en Suède, c'est de l'hydro, du nucléaire, et donc c'est l'énergie la moins carbonée de la planète quasiment, hein. Donc c'est un petit détail, et c'est pas mes 400 VM qui vont aller changer la face du monde, mais j'essaye de faire un petit peu attention à ça. Avant, je lançais aussi beaucoup de trucs en France. Là, récemment, un petit peu moins parce que au niveau énergie, ça tire un peu. Donc, je me dis, encore une fois, c'est symbolique à mon échelle, hein. C'est pas mes 400 VM qui vont faire que Scaleway ou OVH vont tirer moins sur la centrale de Gravelines ou autre, mais je me dis que ce genre d'action, c'est un petit peu comme voter finalement, c'est que c'est pas une voix qui va changer le résultat à la fin, mais si tout le monde suit ce raisonnement-là, on a généralement des surprises au niveau électoral. Donc là, c'est un petit peu pareil, je me dis, à mon échelle, même si elle reste très modeste, au niveau pro, j'essaye de prendre ça en compte. Et puis pareil, côté US, hein, ça veut dire privilégier quand des déploiements, par exemple Canada où il y a beaucoup d'hydro, Oregon, si vous faites de l'Amazon par exemple, US West 2, Oregon c'est plutôt pas mal, et si vous n'êtes pas chez AWS, hein, il y a d'autres providers cloud qui ont des trucs sympas. Si je dis pas de bêtises, c'est Google Cloud, il y a un CSV qui traîne quelque part, ça peut avoir l'air flou comme ça, hein, mais ça se trouve, dans lequel il y a toutes les régions Google Cloud avec l'empreinte carbone moyenne de la grille sur laquelle elles sont connectées. Et alors des fois il y a des gens qui se disent mais regarde là par exemple si on va chez AWS EU Central, donc Francfort, il y a une petite feuille verte à côté, ils disent qu'ils produisent avec des éoliennes et tout. D'accord, mais ça
c'est de la merde en barre, qu'on soit bien d'accord. Hein. Parce que les éoliennes, bon déjà quand elles tournent pas, faut mettre du charbon. Et puis surtout, si vous allez chercher votre énergie ailleurs, les éoliennes elles vont tourner quand même, donc elles produiront de l'énergie pour le reste de la grille. Donc c'est pas parce qu'il y a une feuille verte sur le data center que l'énergie elle est propre. Non, c'est même paradoxal parce que si je dis pas de bêtises, chez AWS il y a la feuille verte sur Francfort et elle y est pas sur Stockholm, alors que l'énergie de Stockholm elle est plus de 10 fois plus propre, genre de qui on se moque, quoi. Donc c'est intéressant par exemple que chez Google Cloud il y ait cette démarche d'avoir comme ça la liste, voilà, si vous allez à Zurich, je crois en Europe ça va être assez propre, aux US je me rappelle plus lesquels, mais voilà, ça permet de se dire tiens je vais aller de ce côté-là. C'est-à-dire que tu choisis ton fournisseur et après une fois que tu as choisi ton fournisseur tu peux choisir ta région. Alors en plus voilà il y a des choix par fournisseur et là c'est pas forcément super facile mais si il y a Enix on fait de l'hébergement. Ouais puis en plus on est sur des grilles françaises, bon même si comme on disait tout à l'heure en ce moment l'énergie en France c'est un peu moins propre parce qu'on est voilà. Mais ça reste mieux qu'en Allemagne, mais je pense que alors après vous allez peut-être vous dire moi développeur qu'est-ce que je peux faire là-dedans, il y a des présentations intéressantes mais je serais infoutu de vous redonner la ref comme ça, mais qui expliquent qu'en tant que dev on peut faire des choses en développant des choses qui vont être plus efficaces au niveau code, parce que du code qui va peser plein de mégas et consommer beaucoup de CPU, si c'est du code JavaScript qui tourne chez des millions de personnes, ça se démultiplie et il y a des... On pourra le partager après le... Ouais, j'en trouverai peut-être un petit peu ça. Après le... Et puis un autre petit détail où là il n'y a pas forcément besoin de chiffres, mais où ça se comprend assez facilement, c'est que si vous faites du code qui va être capable de tourner sur des machines plus vieilles, ça veut dire que les gens auront besoin de changer de machine moins souvent. Et donc ça permet de faire durer un peu, parce qu'aujourd'hui si vous regardez les téléphones, les ordinateurs, etc., bon oui ça consomme un peu, mais à moins d'avoir une grosse bécane de gamer de ouf avec 4 GPU, du refroidissement liquide, etc., le plus gros dans un ordinateur, un téléphone, c'est pas ce qu'il va consommer sur toute sa vie, c'est la production de l'équipement. Et donc si jamais on est un peu en mode vas-y on change de télé tous les 2 ans, c'est à la limite il valait mieux garder un vieux plasma qui consommait 5 fois plus que le LCD, mais le garder pendant 10 ans plutôt que de changer de télé tous les 2 ans, parce qu'au final si vous prenez l'ACV, l'analyse de cycle de vie, tiens, si on parle de source, c'est un truc ça que je vous conseille de chercher, c'est super intéressant de se rendre compte en fait qu'est-ce que ça représente, quel est le poids que ça a, et d'être capable de mesurer l'impact de ses actions, quoi. Ouais, justement là-dessus, je vais rebondir. Ouais, vas-y. J'ai fait du ping-pong, je vais rebondir. Non, derrière, Boa Vista, donc une association, alors je crois que c'est français, hein, et je crois que c'est sous un régime même associatif, avec beaucoup de personnes qui font ça de manière non rémunérée, qui est un site qui fournit notamment soit alors pour les geeks, hein, c'est accessible par le biais d'API, également accessible par le biais de la recherche en ligne, un moteur de recherche. Vous pouvez rechercher pour beaucoup de serveurs, beaucoup de laptops et de smartphones, l'impact sur le cycle de vie total, on va dire. Et puis également la possibilité aussi de voir les autres impacts, parce qu'on parle souvent du gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, de CO2, qui est notamment pas le plus, qui est très impactant, mais qui est pas celui qui a le facteur multiplicateur le plus important. Hein. Et derrière, donc aussi, il y a les impacts en termes de phosphore, d'eutrophisation, etc. Il y a beaucoup d'autres impacts qui sont à prendre en compte. Et donc ce site-là essaye d'aborder les choses, de chiffrer également, et donc c'est utilisable. Il y a d'ailleurs des démos, des gens qui utilisent ça sous forme de CI/CD aussi également. Donc il y a moyen de s'éclater pour les gens qui le souhaitent. Donc ça c'est pour le côté site, peut-être recommandation. C'est vraiment à titre individuel que c'est utile, ou c'est non c'est pour une organisation? Non, le but c'est vraiment de fournir, c'est pour ça qu'il y a une API, hein, de fournir ça aux entreprises, parce que de toute façon demain il va falloir chiffrer pour les entreprises l'impact carbone, etc. Il y aura on ne souhaite pas, il y aura qui en est, mais il y aura des quotas carbone, hein, ça c'est pas écrit, mais ça mettra du temps, mais ça arrivera peut-être un jour. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, dans la pratique que j'ai en entreprise, qu'on va dire, et même dans le quotidien, c'est première chose, c'est éviter d'utiliser, réutiliser, recycler. Ça, pour moi c'est le triptyque qui est gagnant. Première chose, donc quand on est en entreprise, c'est s'il y a des applications qui servent pas,
C'est triste à dire, mais il faut faire le tri. Souvent, on fait en plus des gains d'argent au passage. Il y a quand même de la monnaie sonnante et trébuchante derrière. La réutilisation, nous par exemple, on passe par une société, alors je sais pas je peux la citer, mais on achète des serveurs qui sont repackagés quoi en fait. Ça coûte beaucoup moins cher et derrière on prend simplement un support qui nous est fourni avec, qui nous permet en plus d'avoir la garantie que s'il y a des disques à changer ou autre, c'est fait et c'est pas toujours des tâches très agréables à faire si quand ça revient trop souvent, on va dire. Donc ça peut être assez cool. Donc ça, société, je peux le dire ou pas? Evernext, qui fait un bon taf dessus. Vous pouvez faire des beaux achats dessus. C'est assez sympa pour les boîtes. Et puis derrière le recyclage, c'est-à-dire les machines qui ont une vie de production, les recycler dans de la pré-production, les recycler dans du POC, du développement aussi. Donc ça, c'est un triptyque qui me paraît assez intéressant. Puis dans des pratiques, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur ces aspects-là, mais je disais, il y a l'optimisme de code, il y a la densification dans les data centers qui est hyper importante, notamment d'un point de vue coût, mais en même temps d'un point de vue impact. Donc densifier les baies, la conteneurisation a un rôle central à jouer dedans. Je sais que certains, des fois, ça les fait bondir quand on parle de conteneurisation, mais ça a un rôle central à jouer dedans. Nous, l'idée, c'est de mettre un maximum de choses dans Kubernetes pour faire en sorte de pouvoir densifier le plus possible, parce que généralement, la conteneurisation facilite la densification sur ces aspects-là. Idem, les outils de virtualisation, essayer de creuser ces aspects-là. Il est possible aussi, alors il y a des gens qui vont plus loin, on peut recompiler le noyau si on veut, gagner des cycles CPU. Ce qui coûte, c'est le CPU principalement au niveau des serveurs. Donc il y a vraiment plein de choses à faire tout en s'éclatant technologiquement. C'est ça qui est important, je pense, à retenir. C'est qu'on s'éclate technologiquement, on gagne généralement un peu d'argent au passage et l'impact, tout le monde s'y retrouve mieux. À titre perso, c'est à peu près le même équilibre qu'on peut retrouver. Des fois, il y a des choses qui sont très contraintes, mais des fois, c'est juste appuyer sur un bouton pour dire j'arrête quelque chose que je me sers pas. Et on a perdu un petit peu cette habitude-là. Quand j'étais petit, on me disait ah t'as laissé la lumière allumée là. C'est vrai qu'on s'est habitué finalement à l'énergie un petit peu facile. Il y a des choses qui ne coûtent rien à faire et finalement voilà. Bien. On n'avait pas été dans ces détails-là, je ne savais pas tout ça. Il y a plein de choses encore. C'est l'aspect densification avec les conteneurs. Est-ce que vous avez dans votre vie perso, là, est-ce que vous avez des petits trucs à partager ou? Alors, pour moi, c'est assez difficile parce que quand j'analyse justement mon empreinte carbone, il y a plein de choses que je fais qui sont bien. Je mange très peu de viande. Par défaut, en fait, maintenant, je suis plutôt végétarien et même pas par idéologie ou quoi. C'est juste, tiens, pourquoi pas. Et puis, il y a, alors, à côté de ça, j'ai ma compagne qui vient des États-Unis, donc sa famille qui est là-bas. Donc, du coup, je vais régulièrement aux États-Unis et du coup, dans mon empreinte carbone, je pense, la dernière fois que je l'avais fait, c'était 70%, c'était l'avion, quoi. Donc, je peux essayer d'optimiser tout ce que je veux à côté, mettre des ampoules à LED, etc. Finalement, ça aura pas un impact énorme. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais il faut être conscient que, voilà, j'ai cet énorme poste-là à côté. Alors, il y a des choses que j'essaye de faire mieux maintenant. C'est quand je fais Berlin-Paris, maintenant, c'est quasiment tout le temps en train. Sur la partie allemande, il roule au charbon, mais c'est un autre débat. Et par contre, quelque chose j'ai pas envie de donner de conseils à qui que ce soit, mais par contre, quelque chose que je peux vous inviter à faire, c'est essayer de mesurer tout ça. De dire, on est très bon pour monter des dashboards, de la métrologie, la consommation CPU, etc. Et en fait, on commence à avoir des outils comme ça. Alors, pour le mesurer côté code, il y a des projets super qui s'appellent, je crois, Scaphandre, Hublot. Alors Hublot, il me semble, ça s'écrit peut-être du genre avec 2B et puis LO, un truc comme ça. Ouais, c'est le Hublot, parce que d'ailleurs, je crois qu'il y a une personne qui préside Boa Vista qui est chez Hublot ou un truc. C'est lié à ça et qui permet de mesurer, alors en s'appuyant après sur des choses qui sont au niveau hardware, je crois que c'est le RAPL que ça s'appelle, qui permet de mesurer en gros la consommation en watts, en joules du coup vu que c'est de l'énergie, des process. Donc c'est pas seulement les cycles CPU, mais c'est aussi dire combien d'énergie ça a cramé et de savoir où est-ce qu'on peut faire de l'optimisation si on souhaite optimiser la consommation d'énergie. Donc on peut s'amuser à grapher ça.
Et un truc que que je vais probablement faire là début d'année prochaine, c'est essayer de grapher en temps réel la consommation électrique chez moi pour essayer de voir quels sont les changements de comportement qui peuvent avoir un impact là-dessus. Parce que des fois, on se dit, oui, il faut éteindre sa box ou machin. Bon, maintenant, en vrai, si on éteint sa box, mais que derrière, on laisse la lumière allumée, je crois que le ratio est tel qu'il suffit de laisser la lumière allumée pendant 2 heures pour avoir cramé 2 ans d'économie qu'on a fait à côté. Hein. Donc, pareil, il faut être conscient des ordres de grandeur. Et donc, je peux que vous inciter à essayer de mesurer ça, essayer d'avoir de la data pour se rendre compte de l'impact des choses et de l'importance relative qu'elles ont. C'est pas toujours facile ou possible, hein, mais... Il y a pas mal de sites qui font ça maintenant sur les comportements au sens large, dans l'alimentation, les déplacements, etc. Mais je trouverais ça génial d'être capable de le faire. Les ordres de grandeur sont incroyablement dingues et énormes, en fait. Donc tu peux être très content de faire ta petite action, mais si au final tu fais juste le mauvais truc une fois, ça ruine tout l'effort. Voilà. Ouais, j'avais lu un truc comme ça d'un collectif d'artistes, je crois, qui expliquait qu'ils avaient les boules parce qu'ils s'étaient lancés dans les NFT sans trop faire gaffe au début quand tout le monde n'avait pas réalisé l'embrouille que c'était. Et en fait, ils étaient super vénères parce qu'ils ont dit bon là, on a fait un NFT. Et en fait, ça a cramé les 5 ans d'économie d'énergie qu'on a fait avant de tout le studio, quoi. Donc voilà, c'est des trucs c'est important d'avoir une idée des ordres de grandeur, et de certaines actions qu'on va faire. Et c'est pas toujours facile, quoi. Donc c'est intéressant d'essayer de grapher tout ça. Et là, par exemple, sans rentrer trop dans les petits détails, mais je vais essayer d'utiliser des trucs Z-Wave pour mesurer en live la consommation électrique à la maison et pourquoi pas caler ça après avec les API de Electricity Map pour savoir aujourd'hui, avec l'électricité qu'on a consommée, on a dégagé l'équivalent de tant de grammes de CO2 ou quoi, et voir en fonction des journées et des comportements. Les bons jours, les mauvais jours. Ouais, voilà. Est-ce que ça change quelque chose si je fais ma lessive le matin? Est-ce que ça, j'en sais rien. Hein. Justement, le but c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi. Très bien. On va peut-être passer aux questions, sauf si Xavier, tu voulais parler moi juste, allez, en deux petits mots, quoi, on va dire. Rapidement, hein, parce que nous allons non, ce qui est devoir important à avoir en l'antenne. tête, c'est 1 kilo de CO2, c'est 15 kilos de masse glaciaire. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Souvent, on se dit, ouais, le petit gain, c'est pas grand chose. C'est quand même quelque chose. Après, il faut jouer quand même sur les choses les plus importantes, ça c'est clair. À titre perso, je suis tous les jours ma consommation de gaz, d'électricité grâce aux API des fournisseurs, hein, aussi, qui sont très, très bien faites. Et comme tu disais, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une hygiène. Et au-delà, c'est une hygiène, c'est que on va dans le sens où de toute façon, il va falloir s'adapter à tout point de vue, hein, beaucoup de points de vue. Et il faut pas y aller en moonwalk, quoi. C'est un truc, l'adaptation. Moi, j'ai déjà vu dans le domaine il y a 15 ans, dans le domaine agricole, etc. Il y a toujours les gens qui veulent pas y aller, quoi. Malheureusement, il y a un sens de la marche et on est toujours obligé d'y aller. Si on y va contraint et qu'on n'anticipe pas les choses, on va les vivre difficilement. Ça, c'est valable sur toute carrière, hein. C'est un conseil même niveau carrière, niveau famille, etc. C'est que ça va nous impacter très lourdement et il faut pas y aller en moonwalk. Au contraire, moi, c'est ce qui fait qu'actuellement, bon, je suis addict de plein d'informations dans ces domaines-là, je les épluche, j'ai acheté des bouquins, etc. Il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive. À chacun après de comprendre de l'ampleur, mais au-delà de comprendre qu'il y a des problèmes, c'est le degré d'enjeu des problèmes qui est aussi extrêmement important. Et derrière, on comprend tout de suite que il va y avoir des très gros changements. À nous d'agir, ça c'est quelque chose qui est important. Moi, voilà, je refais l'isolation. Derrière, je vais avoir des panneaux solaires, machin, etc. Certains n'ont pas les moyens de le faire non plus, mais il faut, comme tu dis, après, il faut prendre sa situation personnelle, regarder là où on peut faire des quick wins, pareil. Petit à petit, en plus. Ouais, si tu fais un effort, au début ça représente un effort, mais c'est aussi un peu... Des fois c'est même un investissement, c'est une capitalisation. Investir à l'heure actuelle dans une pompe à chaleur pour remplacer sa chaudière à gaz, c'est un investissement pour l'avenir qui est pratiquement garanti, certain. Idem sur des panneaux solaires. Alors après, l'impact sur l'environnement et les panneaux solaires, c'est discutable. Mais les coûts de l'électricité ne rebaisseront pas de manière à atteindre ce qu'on a connu auparavant, etc. Donc il y a des choses comme ça où il va falloir évoluer par des petites actions, etc. Et moi je trouve ça passionnant après, voilà, à titre perso, d'éplucher tout ça, quoi.
Très bien. Du coup, on va peut-être passer aux questions, parce qu'il est déjà 18h35. Et oui, nous sommes très bien organisés. Nous avons le chrono là-bas. Donc, je vais reprendre les petites questions qui ont été posées. Alors déjà, Michel vous demande, même si je suis pro-remote, je pense que se rencontrer IRL est nécessaire 1 à 2 fois par mois ou une semaine tous les 2-3 mois. Ne pensez-vous pas que ça peut être important? Ouais, je dirais la plupart du temps, oui, parce que c'est chouette effectivement d'avoir le contact humain. Comment dire, c'est Pour les after-work, en fait. C'est une question after-work de Michel, j'ai l'impression. Alors ouais, c'est que moi après en acceptant que j'ai une position vraiment à l'extrême sur le spectre, je préfère venir juste pour voir les gens en mode social. J'ai pas besoin d'aller voir les gens pour travailler avec eux, travailler ensemble. Je pense pour moi en tout cas, avec ma manière de bosser, c'est même moins efficace. Ouais, on peut se mettre dans une salle de réunion, discuter de trucs, etc. Mais je vais être moins efficace que si je suis avec mes 2 écrans, mon bon environnement, la capacité de rapidement aller chercher une info quand il y en a besoin, etc. Pas besoin d'attendre telle personne qui est en retard, il y a tel truc qui marche pas, il y a, etc. Ouais, par rapport au métier de formateur aussi, c'est logique. Ça joue peut-être un petit peu aussi. Non, mais je trouve que je suis assez d'accord avec Jérôme, c'est que moi je me suis aperçu à titre perso, en prenant du recul sur ma sortie du télétravail, full télétravail du Covid, c'est que j'avais perdu terriblement en efficacité en site sur site parce que j'avais besoin de discuter avec les gens socialement, etc. Alors j'avais de la chance, c'est que j'étais dans une super équipe où les gens savaient que quand on se réunissait sur site, le but c'était avant tout de refaire du social, qu'on va dire. Alors petit à petit, je réenclenche un peu mes choses, mais ça vient un peu dans les paradoxes que j'avais en tête tout à l'heure. Et ça, c'est aussi un autre paradoxe, c'est que derrière, toujours garder l'efficacité. On sait que le télétravail est hyper efficace, ça c'est clair. Les managers qui disent que non, ça ne marche pas, etc. Je pense qu'ils font une erreur quand même assez importante, en tout cas de balayer ça d'un revers de main. Ça se balaye pas comme ça. C'est derrière, faut remettre en cause le management aussi. Ils ont peur. À la base, c'est juste la peur d'être loin des gens, de pas savoir. Ouais, il y a pas que ça. C'est que tu prends par exemple les DAF à l'heure actuelle. Je pense que se pose des questions de se dire tiens, j'ai des locaux en location qui coûtent une blinde, je sais pas, en région parisienne. Ouais, faut que je remplisse le truc, mais c'est un faux calcul. Il y a ceux qui font l'inverse, hein. On va passer au télétravail pour pouvoir vider et se débarrasser des il y a du old school, tu vois, il y a tout le fond de roulement, qu'on va dire, qui traîne avec, et c'est, voilà. Ok, question de Fabien. Plus technique, Fabien. Le stateful, c'est dans l'infrastructure de containerisation ou en dehors, selon vous? Comme on veut. C'est comme on veut. Alors moi, j'étais anti, c'était assez marrant d'ailleurs, anecdote, j'avais discuté avec Guillaume Lelarge il y a je sais pas, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, quoi. C'était à l'époque où c'était encore chez Docker et j'avais vu des talks. Donc Guillaume Lelarge qui est à la tête de c'est une scope, mais de Dalibo, quoi, PostgreSQL. Et à l'époque, je me souviens, on avait posé la question avec un collègue, on dit Docker, Postgres sur Docker. Et là, il était là, il dit je voyais pas, je vois pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très posé, qui techniquement est blindé, etc. Il dit à l'époque, il disait non, je vois pas l'intérêt je comprends pas, quoi. Tu vois, pour lui, ça posait un problème conceptuel, etc. Et bon, finalement, les chemins faisant, les choses ont évolué. Et puis on voit beaucoup de Postgre chez Zalando, par exemple, des clusters sur Kubernetes. Et là, à l'heure actuelle, pareil, chez Weborama, dans le cycle, nous, on était pour Kubernetes, passer sur Kubernetes beaucoup de choses, sauf ce qui était stateful, des RabbitMQ, des clusters de base de données et tout. Et là, maintenant, avec la densification dont on parlait tout à l'heure, d'un point de vue écologique et économique, on remet ça un petit peu sur la pile parce que derrière, on a acquis aussi la connaissance, au fur et à mesure du temps, il faut gagner en confiance. Exactement. Alors, des gens comme toi, je pense, ils y vont en pleine confiance, mais disons que nous, c'est un petit peu plus comme ça, on a besoin de se rassurer avant, on fait un premier pas, puis on fera les suivants après. Et puis il y a moyen aussi de faire ça très très facilement, c'est-à-dire que grâce à Cube, je vais faire de la pub pour Cube encore une fois, mais grâce à Cube, on peut facilement piner, mettre à un endroit précis, grâce à des tags, des annotations, il y a des labels, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir dire, tiens, cette machine-là, je la mets dans un cluster, et pour l'instant, j'y mets juste le truc comme si j'étais en mode stateful old school. C'est vrai, Et puis après, je passerai à des étapes suivantes et je me rassure et j'avance petit à petit, quoi, je trouve.
Enfin, vas-y. Non, c'est ça. Hein, c'est au début, moi, quand je fais les formations Kubernetes, au début, quand je donne les exemples, je leur dis bon, pour l'instant, on va laisser la base de données en dehors de Kubernetes parce que ça nous simplifie un peu les choses. Comment dire, je dis aussi que si on commence tout juste à se mettre à Kubernetes, se dire je vais mettre les bases de données dedans, c'est peut-être un petit peu risky business. On va commencer avec le stateless, on va prendre un peu de l'expérience, de la compétence, et après on pourra penser au stateful, et ça vient finalement assez naturellement, parce qu'au bout d'un moment on se dit attends c'est gentil là, mais j'ai mon dev, mon staging et tout ça qui est dans des clusters Kubernetes, et bien la base de données c'est encore à côté. Non, on va mettre ça avec, en dev et en staging, et c'est comme ça qu'on monte en compétences, et qu'à un moment donné on se sent à l'aise pour mettre la prod dessus. Et puis un autre truc que je disais assez souvent, et qui je pense est toujours assez vrai, c'est quand on se pose la question, est-ce que je dois mettre ma base de données dans Kubernetes? La réponse c'est peut-être pas. Par contre, si c'est est-ce que je dois mettre mes bases de données, donc il y en a plusieurs, il y en a plein, donc il faut automatiser, donc il faut industrialiser. Hyper important. Exactement. Des MySQL à Nico qu'on se tape de manière plus ou moins automatisée, mais les opérateurs apportent une facilité extraordinaire. Exactement. Quoi. Quand on a plein de bases de données, là, ça commence à bien valoir le coup d'aller dessus. Voilà. Et quand c'est les bases de données des autres. Ah bah là, c'est bon, tu peux y aller. Si c'est les tiennes, c'est pas grave. Alors, on le fera, il y a aucun problème. Merci pour ces réponses. J'espère, Fabien, que les réponses te convenaient. Joseph qui demandait si la dénomination DevSecOps était utile. Joseph cherche les embrouilles un petit peu. Il y a eu parce que c'est avant que je quitte Twitter, il y a eu un petit thread d'échange assez chaud sur ce comme tous les 2 jours peut-être. Ouais. Donc après DevOps, il y a DevSecOps. Ouais, il y a les NetOps, il y a les TrucOps. Enfin, moi je suis vraiment disons que ce que je trouve dommage dans cette démarche là de tout mettre Ops, étoile Ops, etc. C'est alors pour les gens qui ont déjà une carrière qui est un peu posée et tout, mettons quoi, c'est pas très grave, c'est pas très important. Ils peuvent faire des écarts de carrière, etc. Ils peuvent bifurquer. On n'a pas trop parlé du fait de voir très long dans la carrière, mais moi je trouve ça très très important de se construire une carrière et d'imaginer plutôt que de voir le côté argent, le côté terme, poste, etc. de voir beaucoup plus loin. Et pour moi ça rejoint cette problématique-là, c'est que derrière il faut pas s'attacher au terme, sauf que quand on démarre, quand on débute, on a besoin d'y voir clair. Et là, ces termes-là sont venus mettre, en tout cas, à force d'en abuser, on vient mettre du brouillard dans la tête des jeunes qui démarrent dans leur carrière. Moi, sur la chaîne, combien m'ont posé la question de dire ah ouais, DevOps, DevSecOps, est-ce que je peux démarrer avec DevOps tout de suite, pas tout de suite Quel est d'abord Dev, ensuite tu fais DevOps, ensuite DevSecOps. Ouais, c'est ça. Gros parcours. Ouais. Et au final, c'est là où tu te dis, mais en fait, on est en train de rendre la vie compliquée pour certaines, même pour les écoles. Hein. Les écoles, c'est très très compliqué. Déjà, d'une part, de suivre les technologies, le rythme d'évolution des technologies. Tu parlais tout à l'heure des méthodes agiles qui permettent de pousser et DevOps qui permettent de pousser de plus en plus de nouvelles, soit de nouvelles technologies, mais de nouvelles releases. Suivre les cycles de release, ça devient épuisant hein, quelque part. Et même avec des process d'automatisation, quoi. Et derrière pour les écoles, mais c'est compliqué quoi en fait à suivre. Ouais. Et là, DevOps, c'est du DevOps avec de la sécurité. Hein. Ouais, pour moi, c'est juste ce que ça veut dire. C'est histoire de montrer que tu mets le. Je serais pas très bien capable de le définir précisément, mais par contre, je vois une démarche assez, plus générale. On parlait déjà avant d'infrastructure as code. Et ce qui est assez intéressant, c'est que très souvent, je dirais pas l'outil, mais un des outils vraiment majeurs dans l'infrastructure as code, c'est Terraform. Mais en fait, maintenant, Terraform, c'est pas que de l'infrastructure. On peut l'utiliser pour provisionner quasiment n'importe quoi. Ouais, voilà. Et c'est vrai que il y a pas longtemps, je regardais je sais même plus quel était le contexte, mais c'était un tuto qui montrait comment provisionner des users et des groupes dans Okta pour ensuite caler ça avec du Kubernetes. Les exemples, c'était du Terraform. Et donc on provisionnait des ressources dans Okta, qui est un SaaS. Donc on créait des users et des groupes avec du Terraform. Et en fait, dans l'ensemble du schmilblick, c'était carrément pas déconnant. Et je me dis, ouais, ça doit être du DevSecOps, ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est plutôt de prendre un peu de recul et de dire, oui,
ce qu'il y a derrière, c'est pas de dire oui, je crée mes users avec ce machin. Non, c'est de manière générale ce côté déclaratif de dire j'ai des repos, de dire tout ce que je construis, tout ce que je décris finalement, bah je vais avoir des fichiers. Alors après que ce soit du YAML, du HCL, du Q ou n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas très important. Et ce côté de grâce à cette description, je suis capable de remonter mon infra rapidement, je suis capable de la faire évoluer rapidement, je suis capable d'avoir un workflow avec des pull requests, avec des commits, donc voilà. Vérifier. Enfin, je peux faire des retours en arrière hyper facilement. C'est au début quand je faisais des trainings sur Cube et tout, je voulais pas montrer ça trop tôt. Et plus ça va, et plus j'ai envie de montrer justement assez vite le mode oups, j'ai dérapé sur le clavier, j'ai tout cassé. Ne vous inquiétez pas, je check out la version précédente, j'apply, boum, et tout qui retourne en marche. Est-ce que c'est pas magique? Parce que je me dis que c'est important de montrer ces espèces de quick wins rapidement. C'est important, je pense, pour les gens de comprendre pourquoi on va apprendre quelque chose avant même de l'apprendre lui-même, quoi. Et ça, c'est voilà. ce que tu dis est vrai, quoi. Et que finalement, qu'on l'applique à la sécurité ou au réseau ou autre chose, très bien, faisons-le. Merci. Peut-être pour la dernière question, je vois qu'il y a Anthony qui a une question autour de Minikube. Je me dis que c'est pas mal de finir sur de la technique. D'habitude, c'est plus ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, voilà, Minikube est-il vraiment contre-indiqué en production? On voit Ansible présenter sa doc officielle AWX sous Minikube. WX. Au final, n'est-ce pas mieux de partir sur du K3S à un seul nœud, haute dispo non nécessaire? C'est précis chez Anthony. Hein. Bah, c'est bon. J'avouerais que Minikube en prod comme ça, c'est pas le premier truc qui me viendrait à l'esprit. Surtout avec ce que tu mets en dessous, en plus pour virtualiser et tout, je trouve pas ça. J'ai vu des gens faire du kind pour de la petite prod justement en mode. C'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps dans le contexte des trainings parce que j'essaie de réfléchir pour me timer. Quand on fait les trainings, on a une stack de vidéos un petit peu custom et qui tourne dans des containers, parce que forcément sinon ça ne serait pas très sérieux, mais qui tourne dans du compose, parce que ça tient tout sur une machine et en gros moi mon seuil de décision, mon flowchart, c'est si ça tient sur une machine, j'ai pas besoin de dégainer Kubernetes, mais discuter avec des gens qui n'avaient pas le même avis, puis je leur disais mais quand même tu vas pas mal t'embêter là à monter un Kubernetes avec une machine, avec ses noms, tu mets un Docker et puis après tu mets un kind. Alors ça peut se défendre, mais bon, je reste sur l'avis que de la prod avec une machine, pour moi, je suis pas obligé de dégainer Kubernetes. Après, prod à une machine, c'est tout de suite... WX, pardon. Je peux comprendre la question parce qu'en fait, ils sont très centrés déploiement, dans la doc. Très centré déploiement sur Kubernetes de la WX. Je trouve, d'ailleurs, quand j'ai fait des tutos dessus, j'ai trouvé ça dommageable presque. Alors après, derrière, bon, il y a le côté Red Hat, il y a le côté volonté de pousser OpenShift. Enfin, tu sens une stratégie derrière. Ça que aussi, ça c'est hyper intéressant et marrant. Mais non, je comprends un peu. Mais pour moi, t'es dans le vrai, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est pas parce que Red Hat pousse ça de cette manière-là qu'il faut surtout le faire, parce que surtout pour AWX, qui est quand même un truc qui est un tools qui est quelque part, qu'on va mettre peut-être même avec d'autres outils type tools, Bastion, enfin, etc. Je trouve pas ça forcément la meilleure chose, quoi. Après, il y a toujours un gros ça dépend, c'est qu'on peut toujours arriver à trouver le scénario d'exception où on fait bah oui, t'as raison, faut carrément AWX, moi je l'ai fait les tutos avec Docker Compose de mémoire. Et alors je me suis pris un petit poil la tête parce qu'en fait les versions les plus récentes justement étaient plutôt adaptées à Kubernetes, la doc était adaptée à Kubernetes, du coup quand j'ai voulu reprendre leur doc de Docker Compose, les versions étaient pas à jour de leur Docker Compose, des settings qui préconisent un petit peu avec, comme il y a un petit peu de tuning. Je trouvais ça dommage parce que je me suis dit mais c'est quand même dommage d'en arriver au stade de dire full Kubernetes sur ce genre de choses, quoi, en tout cas, quoi. Ça peut peut-être expliquer justement leur côté de se dire on n'a pas envie de maintenir à la fois une stack Kubernetes pour les gens qui voudront scale, une stack Compose, une stack, genre je dis n'importe quoi, Ansible ou Terraform ou quoi. Donc à la place, on va dire c'est Kubernetes ou la muerte. Et pour les gens qui veulent faire de la prod sur un nœud, à ce moment-là, on peut recommander Minikube. Pourquoi pas. Après il y a du K0S, MicroKVitess, quoi, je pense que c'est même plus adapté encore que toi tu connais sûrement mieux que moi. Non, mais K0S ou MicroKVitess, moi j'aime beaucoup MicroKVitess aussi.
Je suis pas un fan de ça parce que j'ai créé un petit background file avec plein de trucs qui se lançaient en cluster pour avoir un HAProxy devant, l'autre balancé, tout petit truc en vagrant. Petits oignons, ouais. Mais pour le coup, là, typiquement, micro K vitesse, quand il y a des petits trucs soit rapides à faire, soit pour éventuellement faire de la prod parce que ça a été pensé pour ça, Ubuntu, notamment pour micro K vitesse, mais K0S, on va retrouver, c'est comment nos collègues, je retiens plus le nom, mais c'est pas Mirantis. Ouais, Mirantis, voilà. Et je trouve que c'est hyper, c'est beaucoup plus adapté parce que ça a été pensé pour, et souvent, même dans la doc, on va retrouver des éléments en disant, bon, bah là, sur de la prod, vous allez faire comme ça, ne partez pas sur ça, etc. Je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Bien, merci. Je pense qu'on va arrêter là. On a quasiment fait 2 heures. Du coup, je voulais vous remercier vraiment, Jérôme et Xavier, pour ce petit moment ensemble. Merci à toi. C'était un peu expérimental, toute l'installation, le fait d'être moins dans la technique, plus entre nous. On espère que ça vous a plu. Du coup, d'ailleurs, vous allez recevoir un mail de fin d'event où il y a un petit formulaire, et si vous pouvez nous faire un retour sur ce que vous avez pensé du meet-up, savoir si on refait un peu ce genre de format, si on fait autrement, si on n'invite surtout pas Jérôme et Xavier à la prochaine fois. Voilà, ce serait cool de prendre juste un petit moment pour pouvoir nous faire un retour, quoi. Voilà. Mais merci encore. Moi, je tenais à dire un spécial merci parce que Jérôme, c'est mon maître, on va dire. Non, mais en tout cas, mais j'ai commencé, au niveau carrière, il a compté beaucoup pour moi, c'est tôt, en tout cas, mais bon, Jérôme par la fortiori, quoi, et ça a compté beaucoup pour moi dans ma carrière, donc voilà, merci beaucoup. Bah, écoute, c'était un plaisir, en tout cas, hein. Salut. Ciao.